La première chose à faire, c'est de se focaliser réellement sur son message, vraiment définir qui on est, et là-dessus, choisir le meilleur canal, celui qui nous correspond le mieux, apprendre les codes de ça et tester. Il faut d'abord oser et doser ensuite. Le storytelling, c'est faire passer un certain message pour renforcer une idée. Plus tu vas réussir à dégager un message fort et plus tu vas aussi avoir des personnes qui vont te suivre. Il y a aussi une notion qui est hyper importante et à ne pas négliger, c'est le sens du personal branding. C'est d'abord se connaître, se faire connaître et après se faire reconnaître. La clé réellement de la réussite du personal branding, c'est la... Salut Emma. Hello. Comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, je suis très content de t'avoir ici avec nous sur le Déclic. Merci. On va revenir du coup sur ton parcours, mais aussi on va faire une vraie masterclass aujourd'hui de personal branding. On en parlait avant en off, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, qui est très populaire depuis maintenant un certain temps. Et on va voir concrètement de quoi il en découle. Déjà, qu'est-ce que le personal branding, mais surtout comment appliquer toutes les méthodologies que tu peux appliquer aujourd'hui au quotidien avec tes clients, et ce depuis plusieurs années maintenant, dans le business de nos auditeurs, des personnes qui nous écoutent, de façon à ce qu'ils puissent également en tirer profit. Je vais rapidement me présenter. Tu es normande, arrivée dans les Landes à 6 ans. Tu as créé cette agence de personal branding il y a seulement environ 2 ans. Et pourtant, tu es déjà une référence en francophonie dans ce domaine-là, de par les différents clients que vous avez pu accompagner, les choses que vous avez pu mettre en place. Ça fait 6 ans que tu es dans ce domaine. Tu es à la tête donc de Founder, une agence de communication digitale et médiatique pour entrepreneurs, où vous accompagnez athlètes, artistes, des stars également qui te confient leur image de A à Z. Tu travailles notamment avec Rémi Abou-Chakra, le fondateur de We Agency, ou Hugo Ribollet, le gagnant de Top Chef, pour ne citer que. Donc l'objectif vraiment, c'est de revenir sur les méthodologies que vous mettez en place, comment ça fonctionne et comment les gens qui nous écoutent peuvent également l'appliquer. Mais avant ça, je vais revenir sur ton parcours. On a un point commun, c'est qu'on n'était pas forcément fan de l'école, toi et moi. Ça, c'est sûr. C'était assez particulier visiblement, un peu compliqué à la maison également. Et du coup, à l'âge de 16 ans, tu décides de tout arrêter pour entrer dans la vie active. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette période de ta vie et le choix de vie que tu prends à ce moment-là? À 16 ans, je quitte pas tout. Je suis encore dans mon foyer. Par contre, je dois subvenir à mes besoins. Disons qu'il y avait un premier job chez McDonald's qui a été hyper formateur. Et donc, en fait, moi, je conciliais entre les études plus le week-end, le travail au McDo. Et après, suite à ça, moi, j'ai évolué dans les équipes et j'ai fait 7 ans chez McDo. C'est quoi les leçons que tu as appris cette école, l'école McDonald's? Parce que j'ai eu plusieurs fois des échanges avec des gens qui ont pu évoluer dans cette boîte. Il y a pas mal de leçons qu'on en tire. Ouais, c'est hyper formateur parce que déjà, tu apprends à travailler en équipe, la rigueur, la discipline, et puis aussi, tu as des procédures à mettre en place et donc toute une hygiène alimentaire à respecter. Donc ça, c'est des process qui sont hyper stricts. Et la formation McDo, je trouve que surtout quand on a 16 ans, quand on est jeune, pour un premier pas dans la vie professionnelle, c'est hyper formateur. Et en plus, tu es challengé avec des équipes, avec les managers, etc. Et franchement, j'ai adoré. J'ai la discipline un peu à l'américaine, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est vraiment top. Et après cette année, tu décides de reprendre les études. Après 7 ans chez McDo, qu'est-ce qui te pousse et te motive à du coup reprendre les études pour continuer Je sens que j'avais fait le tour, j'avais fait mon temps chez McDonald's parce que c'est vrai que 7 ans à gravir les échelons, j'ai fait jusqu'à formatrice, chef d'équipe, jusqu'à manager. J'avais envie de voir plus, de me challenger plus. Parce que c'est vrai que quand tu passes 7 ans à faire plein de choses, toujours les mêmes choses parce que c'est quelque chose tu vois, qui est assez redondant. J'avais envie de me challenger davantage parce que je sentais que j'avais besoin de plus de challenge là-dessus. À ce moment-là, c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était plus, je dirais, d'aller sur du commercial, plus du commercial par rapport au challenge. Parce que je savais qu'il y avait, je connaissais un peu le fonctionnement parce que mon père était justement directeur régional dans du pharmaceutique, donc le côté commercial, je le connaissais de sa part. Et je voyais qu'il y avait quelque chose de très challengeant. Il y avait aussi
le côté financier aussi que je voyais qui pouvait être important. Donc, envie de me challenger là-dedans et de voir autre chose. Et à ce moment-là de ta vie, tu as déjà des prédispositions à l'entrepreneuriat. Tu te vois déjà un jour créer ta boîte et entreprendre ou pas encore? Non, pas du tout. En fait, moi, je prenais un peu les choses comme ça venait à ce moment-là, parce que c'est vrai que du coup, parcours un peu compliqué comme il peut y en avoir pour plein d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, j'essayais de m'accomplir personnellement tout en subvenant à mes besoins. Donc, j'étais à peu près sur 2, 3 travails en même temps. Ouais. 2 travails avec les études et donc j'essayais de concilier un peu les 2 en essayant de me découvrir aussi qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui me convenait, qu'est-ce qui me convenait moins, tout en essayant, de ramener, des sous, pour pouvoir, subvenir à mes besoins. Comment on fait pour justement concilier ce moment-là de sa vie où d'un côté tu as des ambitions, tu as des envies, tu as envie d'évoluer, de l'autre tu as malheureusement une situation qui fait que tu dois juste subvenir à tes besoins pour reprendre tes propos, tu cumules des jobs, mais en même temps tu as envie d'avancer mais tu te sens freiné par une situation, etc. Est-ce que c'est pas frustrant? Est-ce que ça génère pas en soi une sorte de petite flamme, une envie de... Je me suis jamais sentie freinée Ok. réellement parce que ça a toujours été dans la découverte dans un premier temps, à vouloir, justement, essayer de trouver ce qui me convenait le mieux, à tester. Je suis de nature, très curieuse, donc ce qui fait qu'il y avait aussi le côté artistique de la photographie, de la direction artistique que j'ai commencé en autodidacte, à la base et puis en même temps, aussi le fait voilà, d'être curieux, d'avoir aussi de ressembler au modèle aussi un peu paternel. D'un côté pour avoir un peu de la fierté aussi dans les yeux de son papa. C'était vraiment, je cherchais encore, je cherchais encore un peu ma voie jusqu'au moment où j'ai eu un accident, qui a été très compliqué, où là, pour le coup, j'ai dû complètement me réorienter. Tu peux nous en dire plus? Ouais, en fait, moi, j'adore le milieu du sport. J'ai fait plus de 20 ans d'équitation et j'ai fait 3 ans de culturisme. J'ai fait du foot. Et au moment de faire du foot, en fait, une ancienne double fracture que je m'étais faite en équitation m'est fatale pendant un match. Et donc, en fait, j'arrive même plus à marcher. Donc, moi qui étais commerciale à la base en alternance, je pouvais plus forcément me déplacer comme avant. J'ai fait 4 opérations en 6 mois. C'était quand même très chaud. Et donc, là-dessus, au final, ça s'est révélé comme une belle opportunité. Mmh. Une opportunité, pourquoi? Parce que ça t'a obligé du coup à changer d'orientation, de façon de travailler? Ouais, en fait, je suis revenue à mes premiers amours qui étaient dans le marketing. Mmh. Au final, tout ce qui est la créativité, etc., moi, j'adore ça. Et en fait, au final, au moment de choisir mon option pour mon Master 1, je choisis marketing digital parce que plus la possibilité d'être dans le développement commercial. Et au final, ça me définissait réellement. C'est-à-dire que je revenais à ce que j'étais moi. Et par contre, toutes les opportunités que j'ai pu avoir sur le commerce, parce que j'étais d'une nature assez timide, donc le fait de faire aussi du terrain, d'aller serrer des mains, etc., fait que, au final, ça a été hyper positif pour la suite aussi. Mmh. Et justement, à la suite de tout ça, donc tu termines tes études. Mm. Là, ensuite, tu vas trouver un job, tu vas avoir une certaine stabilité, tu vas pouvoir avancer, t'établir et autres. Et là, un jour, tu tombes sur un post LinkedIn et il y a pas mal de choses qui en découlent à l'issue. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce post LinkedIn et l'opportunité qui en découle? Ouais, c'était quelques mois après la fin de mes études, de mon master 2. Et à ce moment-là, en fait, moi, je savais que je voulais être dans le marketing digital. J'avais quand même 10 ans d'expérience professionnelle derrière moi, que ce soit en management, en commercial, en marketing, en direction aussi photo, parce que j'ai toujours fait beaucoup de photographie, direction artistique. Et au final, c'est vrai que quand j'ai lu cette annonce, en fait, il y a eu comme une évidence qui s'est présentée à moi en disant, en fait, c'est le cumul de mes 10 années d'avant. Donc, j'ai envie de postuler pour ça. Et c'était donc un post LinkedIn d'Anthony Bourbon que je suivais déjà depuis quelques années, sur lequel moi, je me retrouvais beaucoup en termes de mindset. Le fait de pouvoir réussir à faire des grandes choses, oser rêver grand, etc. Ça, c'était des choses pour moi, qui résonnaient en moi.
Et je trouvais que aussi le fait qu'il soit clivant était quelque chose de très intéressant dans le développement. Tout ça pour dire qu'en fait, tout le cumul fait que c'en est devenu une évidence. Et j'ai dit, en fait, il faudrait peut-être que je tente ma chance. Ok. Et donc après, suite à ça, d'entretien en entretien, des cas pratiques envoyés pour aussi montrer ma vision. Au bout de 3 jours, j'ai quitté Méland pour arriver sur Paris. Très clair. Et c'était en quelle année ce post LinkedIn? Fin 2020, il me semble que c'est septembre 2021. Ok, d'accord. Donc il y a plus ou moins 3 ans. Ouais. Et lorsque du coup tu as ce post LinkedIn, qu'est-ce qui fait que toi tu te dis c'est peut-être une opportunité pour moi? Là où je veux en venir, c'est qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent et autres, qui voient des opportunités passer, que ce soit un poste, une opportunité, un client potentiel qui cherche quelque chose, peu importe. Mais souvent, ils vont se dire « Ah, c'est pas fait pour moi, je suis pas encore assez, je suis ci, je suis ça ». C'est cette petite voix qu'on a au fond de sa tête, notamment lorsqu'on veut entreprendre. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te dis « Eh bien, écoute, je tente ma chance, je vais saisir cette opportunité coûte que coûte, ou en tout cas me donner les moyens de le faire ». Alors, moi, je pense que la chance que j'ai eue dans mon parcours, qui fait que j'ai dû être autonome très rapidement et jeune, c'est qu'en fait, je ne me suis jamais laissé le choix. Et je pense que ça, c'est une réelle chance parce qu'en fait, tu n'as pas l'occasion de réfléchir à 2 à 3 fois. C'est que tu dis, en fait, tu n'as pas le choix, il faut foncer, il faut tester. Et en fait, il se trouve que ça a été une vraie opportunité parce que du coup, le fait de me dire, j'ai envie de le faire parce qu'il y avait quelque chose qui résonnait de très fort par la passion aussi, tu vois, ça reste, le personal branding reste du marketing digital, du marketing, pardon, tout court d'ailleurs. Et donc, en fait, ça a résonné. La passion plus un peu le côté fonceuse que j'ai dû avoir a fait que, même si tu viens de faire construire ta maison dans les Landes, que tu as une position stable, fait qu'au final, ça résonne beaucoup plus fort et tu te dis, il serait peut-être temps que je bouge un petit peu et que j'arrive à trouver un moyen pour réussir à concilier les deux. C'est un peu comme l'eau, tu vois, toujours à essayer de se faufiler dès qu'il peut y avoir une occasion. Je pense que les opportunités, tu vois, il faut les créer aussi. Et là, pour le coup, j'ai décidé de tenter ma chance avec aussi un bon entourage qui me supportait. Et cet état d'esprit justement de battante, de créer des opportunités, etc. Il y a une phrase notamment que tu dis souvent, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Ce mental d'acier justement et cette volonté d'avancer, etc., tu l'as toujours eu. Qu'est-ce qui... Oui, je pense, parce que déjà, ça a été par rapport à mon éducation aussi, et aussi mon côté très compète. J'adore ça, le sport aussi. En équitation ou au foot ou même dans le culturisme, qui est une chouette histoire aussi. J'ai toujours aimé en fait être la meilleure, mais en fait, je pense que ça vient, oui, forcément de l'éducation et le fait de vouloir réellement la fierté dans les yeux de son père, pour qui, tu vois, par exemple, avoir 20 sur 20, peut-être en cours, ce qui n'était pas mon cas, mais c'était peut-être déjà pas assez, ou en fait, tout ce qui pouvait être excellent n'était jamais assez. Et en fait, quand on est dans une mentalité comme celle-ci et qu'on évolue avec cette mentalité-là, c'est vrai que ça forge. Et donc, du coup, en plus de prise de passion avec la compétition, en fait, fait que on fonce, quoi. Très clair. Donc là, tu saisis cette opportunité, tu vas sur Paris. C'était quoi exactement le poste ou l'offre qui avait été mise en évidence par Anthony à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe derrière? Ouais, alors c'était très orienté sur le digital, pour le coup, sur la création de contenu, le social media management en termes plus de stratégie. Et après, il y avait aussi toute la création de contenu et le développement sur le côté presse média. Donc, c'est-à-dire que du moment où Anthony était sollicité, en radio, sur les plateaux télé, etc., il fallait que je puisse produire aussi du contenu qui puisse être qualitatif. Donc, c'est vrai que les cartes dans la photo, mais aussi un peu le côté direction artistique et en même temps le côté social media étaient mes plus grandes forces, parce que du coup, je savais capter les bons moments, ce qui pouvait marcher sur les réseaux, etc. Ça, après, c'était un travail d'équipe. Je faisais partie d'une équipe. On était
pas nombreux à l'époque, mais en fait, chacun avait son rôle. Et moi, j'étais notamment sur la partie plus digitale. Hmm. C'est quoi les grands apprentissages que tu vas acquérir justement en l'accompagnant et en développant une partie de son personal branding pour pouvoir ensuite créer ton propre business autour de ça? Ce que j'en ai bah, en fait, le gros challenge, ça a été de tous les postes que je faisais en individuel, en fait, là, il fallait tous les regrouper, en un. Donc c'est-à-dire qu'au final, moi, je voyais très bien ce qui se passait, comment on allait chercher, tout ce qui était médias, presse, comment après c'était négocié, qu'est-ce qu'on faisait. En même temps, il y avait des projets. Donc en fait, c'est là où j'ai réalisé qu'au final, ce qu'on appelle le personal branding, c'est un gros comme un gros écosystème, en fait, par rapport à ça. Et le gros déclencheur, là-dessus, bah, ça a été aussi au niveau de la rigueur. Mais ça, en même temps, quand tu veux être numéro un, il te faut une certaine rigueur. Il y a aussi le sens du branding aussi qui était très fort et qui était hyper important. Euh, donc, le fait de concilier les deux et surtout le gros déclic, si je peux faire un petit clin d'œil, ça a été le fait de dire, bah, en fait, si Anthony en a besoin, au final, plein Hmm. d'autres personnes en ont besoin. Ouais, complètement. Tu introduis justement une de mes prochaines questions, c'est à quel moment et pourquoi, comment tu as le déclic de créer Founder et de te dire justement, là en l'occurrence, s'il en a besoin, d'autres en ont besoin. Je pense même que il a fait partie de ces acteurs qui ont éveillé les consciences et le besoin à l'égard du personal branding et donné envie à d'autres de pouvoir véhiculer un message et donner plus de force à leur voix. Et comment ça se passe lorsque du coup tu décides d'arrêter cette collaboration pour créer Founder et du coup développer Ouais. ton affaire? Founder est arrivé 1 an après. Mhm. En fait, justement, c'est à partir du moment où je me suis dit, si Anthony en a besoin, il y en a d'autres qui en ont besoin. Par contre, la grosse question c'était bah, comment j'arrive à trouver un modèle duplicable pour que ça puisse correspondre en fait à une personne qui est dans la food, mais en même temps dans le travel, et puis aussi l'artiste ou l'athlète. Et en fait, ils sont tous dans des domaines très variés. Mais comment on fait pour réussir à trouver quelque chose, un modèle qui puisse être duplicable? Et en fait, ça a été à force de tests, de recommandations. Moi, j'ai eu la chance, c'est que ça s'est ébruité très rapidement, le fait que je travaillais plus, que j'étais de nouveau en freelance pour pouvoir proposer ces choses-là. Et donc, en fait, on est venu naturellement à moi. Et donc, j'ai pu tester avec un très bel entrepreneur dans le milieu du travel, après aussi dans le milieu de la crypto, donc des univers complètement différents. Et puis après, pour partir sur du SaaS. Et en fait, ces opportunités-là, en termes de recommandations, qui ont fait que moi, j'ai pu tester plein de choses, trouver un modèle qui pouvait être commun et comment après réussir à l'adapter à chacun. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que de par ton background et les clients que tu as pu avoir, notamment le client que tu as pu avoir au départ, tu n'as même pas eu besoin de chercher des clients, c'est eux qui sont venus à toi. Ouais. Ok. Ouais. Ça a été c'est très confortable. Hmm. C'est que déjà, tu te dis, bon, maintenant, je repars un peu de zéro, comme j'ai pu le faire maintes et maintes fois avant par ma situation. Et du coup, comment ça va se passer? Et au final, naturellement, au bout de 2 semaines, j'avais déjà un entrepreneur qui m'avait contacté pour pouvoir travailler ensemble. L'avantage, c'est que du coup, à ce moment-là, tu n'as que, entre guillemets, à te concentrer sur ton produit, livrer un travail de qualité aux clients qui te sollicitent. Et prenons le cas de ce premier entrepreneur qui te sollicite dans le domaine du voyage. Comment tu fais pour te dire, OK, j'en avais un qui est dans le domaine entrepreneuriat et autres. Là, on est dans le domaine voyage. C'est deux domaines qui sont quand même différents. Mais je vais devoir répliquer les codes de ce qui fonctionne dans le personal branding dans cette industrie, ce domaine-là. Comment est-ce que tu t'y prends à ce moment-là? À ce moment-là, je reviens aux fondamentaux du marketing et surtout digital. En fait, on revient à la base même. C'est-à-dire que j'ai compris très vite, par rapport aussi aux expériences passées, qu'il fallait avoir, comme une maison, il fallait avoir des fondations. Par quoi on partait? C'est comme si je te disais, en fait, j'ai envie de vendre un produit.
je vais faire mon site internet, je vais faire tout ce qu'il faut derrière, mais au final, je ne sais pas ce que je vends. Tu vois, je ne sais pas quel est. Pourtant, mon site internet, il est prêt, tu vois. Le personal branding, ça fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut repartir au produit, donc en l'occurrence, c'est la personne. Et qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, quelles sont ses valeurs, etc. Donc en fait, la première chose qui a été faite pour réussir à avoir plus de vision pour après, ça a été de revenir aux fondamentaux et de dire, OK, bon, c'est cette personne, on va définir son why, quelles sont ses valeurs, sa mission, sa promesse, pour se dire, OK, du moment où on a tout ça, il y a encore plus d'éléments après, mais comment je fais pour pouvoir le développer après sur du digital, sur la presse, médias, etc. OK. Et concrètement, imaginons quelqu'un qui nous écoute a envie de faire ce travail sur lui-même parce qu'il se dit j'ai un peu de peine à trouver mon positionnement, mon personal branding, je ne sais pas trop comment ça marche, etc. Il a écouté 2-3 conseils, il a demandé à ChatGPT, mais à chaque fois, c'est un peu différent ou c'est abstrait. Euh, quels seraient les conseils que tu partagerais à quelqu'un, étape par étape, pour pouvoir avoir plus de clarté déjà sur ce qu'est le personal branding et comment mettre en place son personal branding de la manière la plus efficace possible? Ouais. Là-dessus, je pense qu'il faut se poser une question qui est quand même assez simple. C'est sur quoi je suis bon et en quoi ça peut intéresser des personnes. Par rapport à ça, tu reviens sur quelque chose que tu aimes, un métier passion. Donc déjà, c'est comme faire son ikigai. C'est une méthode japonaise. C'est un tableau tout simple où justement tu fais l'élaboration entre plusieurs piliers et tu arrives à trouver en fait ce qu'on appelle le why, ton purpose. Et donc par rapport à ça, c'est pourquoi je me lève le matin, en quoi ça peut intéresser des personnes. Et à partir de ce moment-là, sur une méthode simple, en fait, on peut très facilement le développer. En général, on essaye toujours de trouver des choses un peu farfelues, etc., alors qu'au final, on est réellement bon dans ce qui nous passionne. Et c'est ce qui fait aussi que ça va leader un projet et qui va te faire tenir sur la durée. Et ça, c'est hyper important et c'est vraiment pas à sous-estimer. Et justement, tu évoques le fait de trouver des choses un peu farfelues ou autres. Souvent, on évoque aussi le fait de devoir avoir des éléments différenciants. Qu'est-ce qui fait le fait que toi, tu es unique par rapport à d'autres, etc. Comment tu trouves ces éléments chez quelqu'un, notamment en plus, c'est pas chose aisée. Les gens qui se connaissent eux-mêmes ont des fois de la peine à trouver ça chez eux. Et du coup, imaginons que tu as un client qui vient te solliciter pour travailler avec toi, ton agence. Tu ne le connais pas forcément. Quelle méthodologie tu mets en place pour réussir à connaître ton client mieux qu'il ne se connaît lui-même, pour le conseiller et créer un personal branding qui le ressemble? Ouais. Il y a plein de sujets en un à traiter. Je vais essayer de les prendre un par un. Déjà, la chose que nous, on fait et qui n'est pas forcément évidente si on veut le faire soi-même, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui puisse avoir du recul sur qui on est. Parce que entre ce que tu penses être, ce que tu renvoies aux gens et ce que tu aimerais être, au final, c'est 3 versions qui sont complètement différentes. Et laquelle te convient le mieux? Et pas essayer d'être quelqu'un d'autre ou quelqu'un dont tu n'es pas. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est un workshop de 2 heures par founder. On les appelle les founders, les clients qu'on accompagne. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un workshop de 2 heures avec un questionnaire qui est hyper poussé, sur même des tests de personnalité. On va challenger aussi son entourage pour essayer d'avoir une version la plus large et en même temps la plus précise possible. Cartographier un peu. Exactement, ouais. exactement. Donc là-dessus, après, c'est là où nous, on va réussir à définir son why, ses valeurs, sa mission, sa promesse. Et en fait, on va avoir un constat qui est plus ou moins, qui est quand même très proche de ce qui va être, mais il y a toujours un petit réajustement à faire. Et ça, pourquoi? C'est par rapport aux objectifs. Admettons, je ne sais pas, tu as envie de devenir le prochain Elon Musk ou juste toi, ton but, ça va être au niveau local d'être très connu. Bon. En fait, le développement et les objectifs vont pas être du tout les mêmes. Et en fait, ça va être aussi ces objectifs-là et les problématiques liées qui vont faire qu'on va réaffiner en fait, ce qu'on appelle la brand platform, qu'on va réaffiner le storytelling. Par exemple, si tu as envie, moi par exemple,
sur le milieu entrepreneurial, je choisis de pouvoir parler de mon parcours sportif parce qu'en termes de mindset, ça va renforcer aussi, et c'est très lié avec l'entrepreneuriat. Et pour autant, si j'avais envie de faire tout autre chose, peut-être que justement le côté sportif ne serait pas cohérent. Et donc en fait, c'est quand on prend tous ces éléments-là, comme tu dis, un peu cartographiés, que nous, après, on va sélectionner ce qu'il faut réellement, ce qui va être bon pour le discours, qui va renforcer l'image globale, ou ce qui va l'être moins. Complètement. On dit souvent que lorsque on veut réussir à développer un personal branding, il faut être clivant, il faut réussir à faire des choses qui cassent les codes. Là où on va avoir des gens qui vont nous adorer, nous aduler, mais en même temps, peut-être que la barrière sera fine avec ceux qui nous aiment moins. Qu'est-ce que tu en penses de ce point? Faut-il être absolument clivant pour pouvoir développer un personal branding fort, ou on peut être plutôt lisse? De toute façon, personne n'est lisse. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous des convictions, il y a tous quelque chose qui nous fait vibrer, il y a des choses qui vont nous heurter quand on va aller voir, etc. Personne n'est lisse. Enfin, du moment où tu as des émotions, tu ne peux pas être lisse. Il y a par contre quelque chose qui peut être hyper important sans partir sur du clivant. C'est toujours ma petite citation en tête, c'est « il faut d'abord oser, ensuite doser ». Et je pense que ça, tu vois, le fait de pouvoir t'élargir sur ton marché, ce qui permet aussi de pouvoir tester des choses et te dire, OK, ça accroche parce que ça a été dit comme ça, etc. Mais le fait d'être clivant, pour être clivant, si ça ne sert pas ton message, ce que tu es et que tu n'es pas réellement comme ça, tu ne vas pas aller contre ta singularité. Donc, il faut que ça puisse servir à toi et tu peux trouver aussi des éléments qui vont être hyper différenciants, juste par exemple dans des gimmicks, dans un format, dans ta tenue vestimentaire, tu vois. Ça. En fait, au final, la différenciation, on peut la trouver sur plein de critères différents. Donc, et il y a aussi le fait qu'il y en a qui ont beaucoup aussi abusé des titres un peu putaclic, et qui fait que aussi il faut revenir, je pense, à une certaine authenticité, spontanéité, et pas essayer de devenir quelqu'un d'autre. Je pense que ça, c'est hyper important. Ouais. Quand tu dis abuser des titres putaclic, c'est quoi spécifiquement? Parce que d'un côté, les gens ont conscience qu'il faut réussir à être sexy, entre guillemets, pour attirer déjà l'attention, puis après attirer le clic, puis après le démarrage, etc. Et de l'autre, je te rejoins, il faut réussir à être authentique, pas trop en faire, pas s'inventer une vie, si je peux me permettre d'utiliser cette expression. Comment tu trouves le juste équilibre? Les curseurs, c'est toujours, au final, ça dépend de plein de critères différents. En fait, c'est du moment aussi, ce qui est hyper important, je reviens sur mon fondamental, c'est que la brand platform, donc les fondamentaux, vont faire que ça va te permettre de prendre les meilleures décisions. C'est-à-dire, encore une fois, si ton objectif, il est de ça, au final, est-ce que ça va réellement servir? Non, je rebaisse mon curseur. Et puis, si je reprends ce curseur-là, du coup, je peux le réaugmenter parce que du coup, ça va être davantage ça va mettre davantage en avant. Mais là où je pense qu'il faut quand même faire attention, c'est sur le fait de vouloir tromper les gens et d'essayer d'en faire trop ou de mentir. Et là, pour le coup, on part sur quelque chose où c'est des gros red flags qu'il ne faut pas faire. Complètement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez chez Foundr? Quels sont vos services autour du personal branding et qui sont vos clients? Nous, on va gérer toute l'image et la communication, aussi bien digitale que médiatique, des personnalités publiques. Donc, les personnalités publiques, pour nous, ça va être les entrepreneurs, les grands dirigeants, les artistes, les chefs aussi, et les athlètes. Et en fait, quand on regarde un peu ces typologies de clients qui sont très hétéroclites, mais au final, se ressemblent beaucoup parce qu'en termes de mindset, ils ont tous un mindset qui est assez fort, aussi bien dans l'entrepreneuriat que pour les artistes et que pour les athlètes. Au final, c'est très lié. Donc nous, on s'occupe de ces personnes-là et on va gérer toute leur image et toute leur communication de manière vraiment 360. En fait, on a créé un écosystème qui fait que quand tu viens chez nous,
on te crée en fait un staff qui est sur mesure et qui va te permettre en fait de te développer sur tous ces aspects-là. D'accord, ok. Donc à défaut de devoir internaliser des monteurs, des photographes, du filmmaking, de la stratégie, etc. Que tu vas utiliser que tu vas solliciter pour 2-3 heures, au final, Hmm. ça c'est quelque chose qui, en plus, nous, on s'occupe de toute la gestion de projet, c'est-à-dire Ouais. qu'on va créer même le format qui va être adapté avec la ligne édito et jusqu'au moment du développement, jusqu'à la diffusion. Ok, Donc ouais. en fait, on a un chemin vraiment de l'idée jusqu'à la diffusion et ça, c'est sur tous les aspects. Justement, en t'écoutant, je me pose une question, parce que les deux choses ont de la valeur, hein, finalement, l'idée, la stratégie et l'exécution. Oui. L'un ne va pas sans Très lié, l'autre. ouais. Mais selon toi, est-ce que la stratégie, l'idée, l'élément différenciant a plus de valeur que l'exécution, ou c'est plutôt l'exécution qui a plus de valeur aujourd'hui dans notre marché? Dit autrement, on est dans un marché qui est fort saturé, où il y a beaucoup de gens qui créent du contenu, etc. Est-ce que on doit plus mettre l'accent sur le fond, la stratégie et le message véhiculé, ou plutôt l'exécution, la forme et la façon dont on va créer son contenu? Moi, je pense que ça dépend du profil, du profil qui en a besoin. C'est-à-dire que, par exemple, un entrepreneur qui vient de se lancer sur son marché, peut-être n'aura pas les moyens pour pouvoir réussir à faire toute sa stratégie et pouvoir, etc. Donc là, le meilleur des cas, c'est faire du self-made, quoi. Mm. Et c'est de tester beaucoup plus de choses. Et j'en reviens sur ma phrase, oser, et puis pour doser ensuite. Après, dans un cas où on est sur des personnalités publiques, du celebrity marketing, là, on ne peut pas se permettre de trop jouer avec les curseurs. Et c'est pour ça que là, on est plus sur... parce qu'il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de médiatisation. S'il y a on le voit, un petit faux pas fait que ça peut devenir... Problématique. très problématique. Donc là, pour le coup, c'est d'abord, on revient aux fondamentaux va être la stratégie pour pouvoir après le développer. Une fois que tu l'as développé, il faut quand même en apprendre des choses. Et en fait, ça fonctionne exactement comme le gros marketing. C'est que tous les mois, tu vas te faire des reportings, tu vas faire les analyses là-dessus. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça a bien fonctionné, celui-ci moins, mais peut-être qu'on va on va réessayer davantage sous cet angle-là. Peut-être que par rapport à notre cible, ça va être plus intéressant. Et donc, par rapport à ça, en fait, c'est continuellement en fait, de faire grossir et de faire grossir en fait, la vision globale. Mm. Donc, je dirais que ça dépend le profil qui veut lancer ça. Très clair. La plupart des clients que tu as cités, donc athlètes, artistes, célébrités, entrepreneurs, dirigeants de grands groupes ou chefs, etc., ils ont en général quand même un point commun, c'est que certains, la plupart, j'imagine, sont déjà présents sur les réseaux. Pas forcément de la Pas bonne tous. façon, sinon Ouais. ils n'auraient pas besoin de vous solliciter. Qu'est-ce que tu identifies à chaque fois, peut-être, comme élément à corriger ou à ajuster? Parce que des fois, peut-être, il faut tout créer de zéro comme une page blanche. Ouais. Et dans d'autres cas, peut-être qu'il faut ajuster certains éléments. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun ou un truc que tu as identifié qui est récurrent, des ajustements, des erreurs que souvent on fait lorsque l'on travaille, qu'on fait son personal branding soi-même, ou que peut-être on a sollicité des gens mais qui étaient moins, on va dire, en conscience des codes à employer. Ça pourrait être intéressant d'identifier peut-être le dénominateur commun ou les erreurs les plus communes pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent les connaître et peut-être les corriger chez eux. Alors oui, les problématiques communes, après, ça dépend aussi des personnalités parce qu'au final, tu te rends compte que selon les domaines aussi, les domaines d'activité, il y a quand même des problématiques qui sont récurrentes dans certains domaines, mais qui ne vont pas, tu vois, par exemple, pour les athlètes, ils ne vont pas avoir les mêmes que les dirigeants de grands groupes. Ouais. Pareil pour les objectifs. Par contre, les objectifs sont assez communs. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir un besoin de visibilité, soit travailler sur la notoriété, soit il va y avoir un besoin d'attirer des investisseurs ou des partenaires sponsoring, tu vois, pour des athlètes ou artistes, ou par exemple aussi des enjeux de recrutement. Ça, c'est les quatre objectifs qu'il y a de commun. Pour autant, les problématiques
il y en a autant que de piliers sur lesquels tu vas développer ton personal branding. C'est-à-dire que social media manager, il faut connaître les codes, il faut aussi réussir à faire de la veille assez fréquemment, se tenir au courant des tendances aussi, qu'est-ce qui va fonctionner, etc. En même temps, si tu fais créer du contenu, est-ce que, au niveau technique de la caméra, etc., tu sais le faire? Pareil pour les méthodes de copywriting. Pour le graphisme, est-ce que tu sais faire des choses correctes? Et pareil pour les médias et presse, c'est-à-dire est-ce que tu as les bons interlocuteurs en face de toi? Est-ce que tu as ton réseau aussi qui est assez développé? Au final, les problématiques, il y en a beaucoup et qui sont sur l'ordre du social media management, de la content production et du RP média et même sur le sponsoring. Ok. Un point également que tu évoques, c'est que les personnalités que tu accompagnes, c'est assez hétéroclite. C'est très différent, c'est très diversifié. Tu évoques aussi le fait que c'est une force de pouvoir avoir un panel très large de personnes que tu accompagnes. Est-ce que tu peux en dire plus? Parce que souvent, dans l'entrepreneuriat, on dit il faut être focus dans un domaine, se nicher, etc. Et là, finalement, tu aides un large panel d'individus à développer leur personal branding. Ouais. En fait, c'est très différent, mais très similaire en fait à la fois. C'est-à-dire que c'est pas comme pour les produits, c'est que là, on va parler d'humain. Et en fait, au final, on a tous les mêmes problèmes au niveau des gestions des émotions, par exemple sur la visibilité, etc. Et j'ai perdu le sens de ta question. Excuse-moi. Dans quelle mesure c'est une force justement d'être très diversifié? Et en fait, au final, là où il y a une grande force, c'est que vu qu'ils sont dans des domaines qui sont complètement différents, au final, on peut réussir à être précurseur et avant-gardiste sur d'autres domaines. C'est-à-dire, par exemple, il y a un nouveau format sur du social media dans la crypto. Et bien, au final, peut-être que juste le format peut être hyper intéressant à reproduire pour un artiste ou un athlète. Remanié pour qu'il soit complètement... pour qu'il lui convienne complètement. Mais au final, en fait, la grosse force, c'est qu'on peut être avant-gardiste et précurseur. Et aussi, un élément qui est quand même très similaire, c'est qu'au final, en termes de mindset et d'ambition, en fait, au final, tout le monde a le même mindset. Donc, c'est là où c'est très, très similaire. Et en même temps, toutes les différences sont des très grandes forces. Tu évoquais tout à l'heure les objectifs pour lesquels certains vont te solliciter. C'est hyper intéressant parce que pas plus tard qu'hier, on avait un invité ici qui est le cofondateur d'un grand groupe en Suisse et qui évoquait le fait qu'il s'est mis dans le personal branding et sur LinkedIn pour augmenter sa marque employeur et aller chercher des talents. Donc c'était un enjeu de recrutement comme tu l'as évoqué. Et du coup, ça a très bien marché pour lui d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que à chaque objectif, du coup, une stratégie qui est différente. Parce que si tu veux lever des fonds, tu ne vas pas communiquer de la même façon que si tu veux recruter des talents, que si tu veux chercher des prospects ou que si tu veux faire de la noto. Comment tu identifies d'une part réellement ton objectif pour choisir l'objectif qui te concerne, parce que des fois, tu as envie un peu de tout faire. Et comment tu choisis la bonne stratégie face à cet objectif pour ne pas perdre du temps, de l'énergie, de l'argent et avoir l'impression après d'avoir fait plein de choses, mais rien à la fois? Alors, ça va dépendre des objectifs du founder et en même temps de la réalité terrain. C'est-à-dire, où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il est visible sur du digital? Est-ce qu'il est visible déjà en presse et sur les médias? Qu'est-ce qu'il a réellement envie de développer? Est-ce qu'il a vraiment envie aussi d'être sur du digital? À ce moment-là, on peut basculer sur de la presse et médias et du coup avoir tout un storytelling ou avoir un discours qui est complètement différent et retravaillé. Donc, en fait, c'est un peu à la croisée des deux mondes. Donc, c'est une question, en fait, de jeu d'équilibriste, encore une fois. OK. Ouais. Et un autre élément, c'est au niveau de la méthode que vous utilisez. Je sais qu'il y a un point qui fait partie intégrante de la méthode, c'est le travail d'équipe. Tu n'es pas seul à gérer chacune des personnes que vous accompagnez. Il y a toute une équipe derrière. À quel point et dans quelle mesure le travail d'équipe est si essentiel pour toi quand tu mets en place un personal branding? Disons qu'en plus, vu que pour faire du personal branding, on a besoin d'une dizaine de métiers différents, c'est quand même hyper important d'avoir chacun des experts qui sont spécialisés dans leur domaine et encore mieux s'ils sont spécialisés dans le domaine du founder. Par exemple, je prends un attaché de presse
qui est spécialisé dans la crypto, bah, tu vois, ça, c'est une personne qui va être hyper importante dans le staff. Donc là-dessus, ça va être l'expertise, ça va être l'expérience aussi, ça va être l'écoute et le fait de travailler en team, parce qu'au final, on est tous au service de cette personnalité-là pour le faire briller. Nous, on travaille dans l'ombre pour faire briller les personnalités. C'est toute la beauté du métier, d'ailleurs. Et justement, tiens, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire tout à l'heure, mais avant ça, tu évoques le fait qu'il y a une dizaine de métiers. Ouais. Je suis d'accord avec toi, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, il y a plein de personnes autour de tout ça, mais est-ce que tu peux les citer? Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs, même qu'on accompagne, etc., qui veulent se lancer dans le personal branding, mais qui en amont ne se rendent pas compte de toute la charge de travail, de toute l'expertise que ça demande, les compétences que ça demande, le fait que chacune soit connectée les unes aux autres pour que vraiment c'est la somme de toutes celles-ci qui se multiplie et qui fait du résultat. Quels sont les différents métiers et niveaux de compétences qui sont mobilisés pour un personal branding qui fonctionne? Oui, comme tu le dis si bien, c'est pas juste en faisant du copywriting qu'on arrive à faire du personal branding. Hein. C'est comme pour un produit, c'est pas juste parce que tu développes une technologie qui fait que du coup tu arrives à vendre ton produit. C'est tout un écosystème que tu mets en place. Ouais. Et donc là-dessus, si je dois te les énumérer, c'est tous les métiers du social media management, c'est tous ceux de la création de contenu, c'est tous ceux de RP sponsoring, sans oublier, tu vois, toutes les personnes qui vont être responsables des partenariats. Et par rapport à ça, donc tu as un peu tu vois, tous tes musiciens. Et en fait, en chef d'orchestre, pour pouvoir réussir à faire que tout puisse rouler, il faut que tu puisses avoir quelqu'un qui soit spécialisé dans le personal branding et qui puisse avoir une vision comme un talent manager, en fait. Ouais. Et avoir vraiment cet esprit 360 en tête, qui puisse être visionnaire aussi pour le founder, parce que c'est quand même assez important pour avoir du recul sur lui. Donc, tu as vraiment une dizaine de métiers. Donc, si je dois te les énumérer, social media manager, community manager, tu vas avoir le ghostwriter, tu vas avoir le photographe, le vidéaste, le graphiste, l'attaché de presse, tu vas avoir... Le monteur. Comment ? Le monteur. Les monteurs, les cadreurs. Si tu veux aller pousser encore plus loin, tu peux même intégrer du motion design. Enfin, c'est extrêmement large. En fait, ça dépend réellement des objectifs aussi. Ce qu'on est en train de dire là, ça ne va pas être adapté à tout le monde. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un petit staff aussi qui te soit restreint, mais faire l'essentiel et qui corresponde complètement à tes objectifs. Et après, passer sur une équipe qui est beaucoup plus large si tes enjeux sont encore plus gros, plus ambitieux. Tu évoquais aussi, je trouve assez intéressant l'image de la musique. Je vois justement, moi, l'orchestre face à moi, tac, tac. Et du coup, dans l'agence, toi, tu as le rôle de chef d'orchestre ? Oui. Et c'est quoi aujourd'hui son rôle? C'est la stratégie, c'est la vision, Ouais, c'est clarifier en fait les objectifs, etc. Parce qu'il y a toujours... Ce qui est complètement différent avec un produit, c'est que là, on parle d'humain, c'est toujours des émotions. Donc, il y a aussi des envies qui vont diverger parce que on a vu que telle personne a fait ça. Peut-être que du coup, ça peut être intéressant. Donc, en fait, le gros objectif, en fait, c'est de réussir à tenir en fait ce fil conducteur qu'on a établi depuis le début, et après, en fait, à pas trop s'en éloigner pour réussir à être toujours sur le même chemin aussi. Il faut avoir vraiment un côté visionnaire, c'est-à-dire que il faut réussir à se mettre dans la tête de la personnalité que tu accompagnes pour dire ok, il faut que j'arrive à penser exactement comme elle. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait eu ce cas de figure-là, quelle décision elle aurait prise. Ouais. Et donc, en fait, il faut réussir à être hyper adaptable et en même temps à enlever tous ces filtres pour réussir à se mettre complètement dans la tête du founder. Complètement. Tu évoques l'humain. Je sais que c'est quelque chose de très important pour toi de réussir à créer du lien aussi avec les personnalités que vous accompagnez, notamment, j'imagine, pour apprendre à les connaître, parce que vous êtes l'extension de leur personnalité lorsque vous devez être présent sur les réseaux ou les médias et les plateformes sur lesquelles ils communiquent. À quel point c'est important? Je te pose cette question parce que je vois parfois des entrepreneurs qui vont solliciter des partenaires, des prestataires ou autres pour les aider dans leur personal branding et qui vont penser qu'à partir du moment où ils ont signé le devis et payé la facture, on claque des doigts et puis boum, ça va se diffuser et se déployer sans pour autant devoir donner de leur personne. Mais je sais que ça ne fonctionne pas comme ça.
Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette dimension humaine qui est capitale pour être performant? La différence justement de produits, c'est qu'on est sur des relations humaines et il y a un élément qui est quand même très important, c'est qu'il faut se mettre à la place d'un founder, c'est que lui, il va mettre entre les mains de quelqu'un toute son image, toute sa réputation, toute sa communication. Donc, il y a un élément qui est fondamental, ça va être la confiance. C'est-à-dire que s'il n'a pas confiance en moi, en fait, ça ne sert absolument à rien qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des échanges, il y a aussi beaucoup de psychologie là-dedans, c'est de réussir à comprendre comment il fonctionne, pourquoi ce sont des choix qui le drive, pourquoi il veut réellement faire ce qu'il fait, est-ce qu'il ne se trompe pas d'ailleurs là-dedans. Et donc, en fait, c'est vraiment une relation de confiance, uniquement de confiance là-dessus, et aussi un certain courage de leur part en disant j'arrive à faire confiance et j'ose aussi faire des choses que je n'aurais jamais osé faire avant ou de moi-même. Ouais. Donc, il y a la confiance et le courage qui sont vraiment deux éléments moteurs et indispensables pour pouvoir travailler avec une équipe comme la nôtre sur ces sujets-là. Complètement. Je rebondis sur un sujet que tu as évoqué il y a quelques minutes, c'était le fait que une des beautés de ce métier, il me semble que tu as utilisé ce terme-là, c'est d'être dans l'ombre pour mettre en lumière les personnalités que vous accompagnez. Pourquoi ça te tient autant à cœur et tu estimes que c'est une des beautés de ce métier? Ouais. Déjà parce que moi, je suis profondément convaincue qu'on a tous des choses à apprendre les uns des autres, peu importe à n'importe quelle échelle. Moi, si je dois faire le cumul un peu de ma vie très rapidement, je me dis, cette personne-là, j'ai gardé cette gimmick-là parce que j'ai adoré à ce moment-là ce que ça m'a procuré. Et en fait, on est tous comme ça, on est un peu tous comme des éponges. Et au final, on est tous influencés positivement ou négativement des fois, par des éléments qui arrivent. Et pour moi, il y a une très grande richesse dans le savoir. Et pour moi, en fait, il y a juste à écouter de manière active la personne qu'on a en face d'elle pour apprendre énormément de choses. Et c'est le fait aussi d'être curieux et hyper ouvert qui, pour moi, est une source d'inspiration et aussi au niveau intellectuel, c'est hyper nourrissant. Ouais. Donc moi, je trouve ça incroyable qu'on puisse justement, juste en s'écoutant, en communiquant, c'est de la pure communication, pouvoir inspirer, divertir, éduquer. Enfin, tu vois, tu peux agir sur plein de curseurs différents. Et aussi, le fait qui est par rapport aussi à mon parcours, qui a fait que, d'une certaine manière, pour pouvoir réussir à être intégrée, j'ai dû énormément analyser aussi comment les personnes fonctionnaient, et ce qui est un énorme avantage de mon côté aujourd'hui, parce que justement, mon objectif, ce qu'on me demande de faire, c'est de pouvoir analyser les personnes avec bienveillance, évidemment, pour pouvoir en tirer le meilleur d'eux-mêmes. Je trouve que le message, il est hyper fort. Un autre point dans le personal branding, c'est l'authenticité. Tu évoquais tout à l'heure le fait de ne pas trop en faire, de rester soi-même, etc. Moi, j'ai vécu une phase à un moment donné de ma vie, c'était je crois en 2021, où j'ai fait presque une sorte de burn-out de création de contenu, où j'ai arrêté complètement de créer du contenu pendant environ une année, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, surtout. J'ai même créé un blocage qui faisait que je ne pouvais plus faire de story face caméra sur Instagram, tu vois. Pourquoi ? Parce que en fait, j'en avais marre de vivre pour partager plutôt que de partager ce que je vivais. J'étais rentré dans une frénésie où je devais toujours monter, tu vois, augmenter plus l'interaction, plus le truc, partager plus de choses sensationnelles, etc. Plutôt que juste créer une relation avec mon audience. Et aujourd'hui, j'en parle ouvertement et j'ai repris la création de contenu d'une façon complètement différente et j'adore ce que je fais et je ne me verrai pas arrêter du tout. Mais je sais que c'est quelque chose qui touche beaucoup d'entrepreneurs et qui parfois les frustre, est un poids, est un fardeau de créer du contenu. Ils en oublient même le plaisir de le créer parce qu'ils sont rentrés dans une sorte de moule, ils ont mis un masque et puis ils ne sont pas eux-mêmes. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se reconnaît dans ce message, plus ou moins, peu importe,
pour éviter justement cette phase où moi, j'ai lâché prise et j'ai préféré faire une pause. Je ne sais plus exactement combien de temps, ça doit être entre 6 mois et 1 an, peu importe, mais au lieu d'en arriver là, tu vois, que cette personne puisse dès à présent corriger et patcher certains éléments, progressivement revenir à des choses avec lesquelles elle est alignée, pour pouvoir éviter cette problématique. Moi, j'ai juste une question à te poser. Ouais. Tu l'as analysé ce moment-là, toi? Et qu'est-ce qui a fait que ça a été un déclencheur et pourquoi tu le faisais ça? Cette création de contenu et au final, tu t'en perdais même. Qu'est-ce qui te poussait à faire ça? C'est une très bonne question. C'était la croyance qu'en fait, mon business reposait sur ma présence en ligne. Okay. Et qu'en plus, vu que j'étais engagé dans un truc de devoir montrer, être présent et autres, que si j'arrêtais, les gens pensaient que tout pouvait s'écrouler, les gens pensaient que limite j'étais mort ou j'aurais pu limite décéder. Tu vois. Or, pas du tout, parce que lorsque j'ai arrêté pendant 6 mois, 1 an d'être sur les réseaux, mon business a continué de tourner, de rouler, même sans faire aucune opération marketing, on continuait d'avoir des demandes clients, etc., plus encore même dans certains cadres, sur certains types de produits. Donc, c'était vraiment qu'une croyance. Mais j'étais convaincu de ça. Donc, jusqu'au moment où j'ai tellement tiré sur la corde que je me suis dit, bon, j'arrête, c'est plus du tout productif ici. Donc, du coup, le conseil, ça serait exactement ce que je viens de te poser comme question, c'est essayer d'analyser ce qui se passe, qu'est-ce qui nous drive réellement, pourquoi on l'a fait. Et au final, la finalité est fait que tu t'es rendu compte aussi que vu que tu avais déjà mis en place une communication depuis longtemps qui était assez rodée, donc les gens te connaissaient, se sont pris aussi d'affection pour toi parce qu'à un moment, ils se sont reconnus peut-être dans une certaine perfection de toi ou même imperfection qui du coup ont fait que ça a gardé. Au final, il y a un gros message là-dessus, c'est que vu que tu as réussi à construire une communication autour de toi qui est forte, au bout d'un moment, tu as aussi un attachement, une communauté et non une audience. Il y a une grosse différence. Et qui fait que même si tu fais un stop de 2 mois, en fait, on sait qui tu es. Alors que quand tu vas être au tout début aussi, c'est là où il faut faire... c'est pas attention, c'est juste que tu n'as pas le temps de pouvoir t'installer, que de puisse faire te reconnaître et qu'on puisse savoir qui tu es, ce que tu proposes, etc. Donc en fait, il y a 2 messages là-dessus. C'est si ça arrive, il faut l'analyser et comprendre pourquoi et rebondir là-dessus. Et un deuxième message, du coup, je prends l'occasion, c'est que la force du personal branding, c'est que vu que toi, tu vas communiquer, tu vas réussir à implémenter des messages dans les têtes et susciter des émotions, impacter des personnes, en fait, au final, ils vont rester près de toi. Donc, tu n'as pas besoin d'être tout le temps, constamment en train de bourriner, etc. Tu peux travailler sur des messages subtils du moment où c'est impactant. Et donc, du coup, là, tu vas avoir le côté qualité qui va reprendre sur le côté quantité. Et c'est cette balance-là. Au début, je suis d'accord, tu as besoin d'avoir un peu plus de quantité pour pouvoir challenger les idées, analyser justement tout ça pour voir ce qui fonctionne. Mais petit à petit, en fait, on en revient sur mon oser et puis doser ensuite. C'est la qualité qui va reprendre le dessus. Complètement. Ouais, c'est intéressant. Je veux rebondir sur un sujet, c'est finalement la confiance que tu évoquais. Je reviens sur mon cas parce que le personal branding, c'est quelque chose que j'ai développé depuis des années, donc ça me parle beaucoup. Et je pense que ça va parler aussi à celles et ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, j'ai constitué effectivement une équipe, donc les 10 métiers que tu as évoqués, je les connais plutôt bien, et qui fait que j'ai plus besoin forcément d'écrire aucun post sur les réseaux. Moi, j'en parle ouvertement. Je découvre littéralement ce qui est publié sur mon Instagram quand ça se publie. Et la force de ça, c'est que tu vois, il y a des process qui ont été mis en place et je travaille avec des gens depuis plusieurs années maintenant, plus de 5 ans pour certains, etc. Qui fait que quand je lis mes posts, c'est vraiment comme si je les avais écrits moi-même. Donc, je suis convaincu que c'est possible de le faire. Et pour moi, vu que c'est quand même mon ADN, mon âme qui a été transcrit dans des process, dans une culture, dans tout ça, ça reste quand même moi qui le véhicule et qui le poste et qui le publie. Et évidemment que de par le fait que j'ai des entreprises à faire tourner, je ne peux pas forcément passer mon temps à rédiger des posts.
Donc les process sont là, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que c'est impossible de faire écrire ces posts par d'autres, la fameuse phrase on n'est jamais mieux servi que par soi-même, que tout doit être micromanagé et validé, etc. Et moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que justement, je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'ai vu également auprès d'autres. Et j'aimerais qu'on puisse, au travers de cet échange, si tu es aligné avec moi bien sûr, hein, démystifier un peu ce truc de personal branding. Ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, c'est impossible de le déléguer. Alors oui, au départ, ça prend du temps parce que tu dois quand même partager un maximum. Moi, ça a pris des semaines et des mois pour que maintenant tout roule et tout tourne. Mais toi, c'est quoi ton opinion là-dessus, basée sur l'expérience que tu as eue avec les différents clients que tu as accompagnés, sachant qu'en plus, si je peux me permettre, les clients que tu accompagnes ont pour certains des enjeux bien plus importants que les miens lorsqu'ils communiquent. Donc, il y aurait des raisons supplémentaires à devoir micromanager et valider toute leur communication. Moi, au pire, l'impact que ça peut avoir, c'est éventuellement 5 commentaires de gens pas très contents. Ça ne va pas avoir d'enjeu. Il n'y a pas de médias ou de journaux ou de télévision qui vont venir faire un sujet sur moi si je dis une connerie, si je peux me permettre, tu vois. Donc, ouais, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Ouais. En fait, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut un certain courage pour justement réussir à déléguer et lâcher un peu prise sur ça et laisser des personnes communiquer pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ces personnes-là qui sont en général très perfectionnistes, mais c'est complètement contre-productif. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que ce soit un petit peu moins parfait que ce qu'ils ont en tête pour pouvoir justement créer des choses qui vont en plus se révéler être comme des opportunités. C'est-à-dire que ces personnes-là n'ont pas conscience que même dans les imperfections, c'est justement des opportunités pour pouvoir accrocher certaines personnes. Parce que c'est des fois même les imperfections qui font que tu te lies d'affection pour une personne ou que tu vas accrocher. Donc là-dessus, je pense qu'il y a aussi un certain lâcher-prise qui est compliqué de certaines personnes. C'est leur personnalité qui est comme ça. Le but, comment on peut faire, c'est justement les accompagner en les rassurant, en disant de toute façon, la Terre, tu vois, tu ne sauves pas des vies. Et en même temps, on n'est pas en train de dire des choses de dingue avec du bullshit ou des choses qui sont complètement lunaires, qui vont tourner en bad buzz. Donc c'est là où en fait, il faut vraiment cette relation de confiance va être hyper importante. Aussi, moi, je rejoins aussi le fait qu'ils puissent dire c'est très compliqué, j'arrive pas à le déléguer parce qu'ils ne vont pas parler comme moi, etc. Pareil, lâchons un peu prise. Les personnes ne vous connaissent pas encore assez bien pour savoir si c'est vous qui êtes derrière. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que l'idée, si elle sort, c'est que ça a été réfléchi ensemble. Le but, en fait, d'équipe que nous, on construit au sein de notre agence, c'est qu'elle puisse être 100% adaptée et sur mesure par rapport à la personne. Et qu'on puisse se mettre dans la tête du founder pour réfléchir, en fait, ou d'être vraiment le plus proche possible, d'être hyper exigeant. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a aussi une exigence à avoir. Peut-être que tes enjeux, toi, ne vont pas tourner en bad buzz. Plus probablement que les personnalités publiques, oui. Mais ce n'est pas pour autant qu'en fait, on va être moins exigeant avec un profil comme le tien. C'est-à-dire qu'on a eu la chance, par exemple, ce qui a été très formateur aussi dans mon parcours, j'ai eu la chance de travailler avec Venus Williams, avec Emily Ratajkowski, avec Novak Djokovic, qui sont en termes d'exigence, je pense, les numéros 1. Et pour le coup, tu ne peux pas te permettre qu'il y ait quelque chose qui puisse passer au travers d'éléments. Et en fait, c'est cette opportunité-là de rigueur que moi, je m'oblige à réimplémenter dans les équipes pour dire, peu importe, que tu sois un entrepreneur qui vient de se lancer ou toi ou peut-être, je ne sais pas, une autre personnalité ou Novak Djokovic, en fait, on va y mettre le même engagement, la même rigueur. On va essayer d'avoir les meilleures idées pour que justement tu puisses briller. Donc, le fait de déléguer aussi, il faut réussir à faire confiance, à trouver les bonnes équipes. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait un vrai enjeu là-dessus et un vrai besoin. Et c'est pour ça aussi que Founder est né.
Ouais, complètement. Pour pouvoir déléguer efficacement, il faut connaître et comprendre parfaitement son client, dont sa singularité également. Ouais. Je cite du coup une de tes phrases. Pour construire un storytelling fort et aller chercher la performance, il faut savoir se mettre dans la peau du founder, s'exprimer comme il le ferait et embrasser sa singularité. Comment est-ce que tu analyses, tu décortiques justement chacun de ces founders, de ces personnalités que vous accompagnez pour identifier sa singularité? Parce que déjà, parfois, certains n'ont même pas conscience de leur propre singularité. Ouais, et c'est pour ça qu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est un vrai constat entre qui ils étaient, où ils sont aujourd'hui et là où ils ont envie d'être. Et par rapport à toutes les expériences passées, en fait, au final, elles paraissent peut-être neutres comme ça au premier abord, mais quand on va creuser, il y a toujours des anecdotes qui font que, en fait, tu sais que ça va marquer le founder aujourd'hui et qui fait qu'il a envie d'aller à tel ou tel endroit demain. On peut faire le parallèle avec mon parcours. La volonté, enfin, une famille très exigeante, avec le fait de vouloir rendre fier mon père, qui fait que du coup j'ai des ambitions qui sont énormes. En même temps, la passion, le goût du challenge font que j'ai envie d'amener Founder au plus haut niveau. C'est une logique et c'est ce qui fait aussi qui est venu au tout début, qui fait que ça m'a construit. Pour les founders, c'est exactement la même chose. Et en fait, il faut aller chercher dans le passé. Il y a des éléments aussi qui sont parfois douloureux. Hein. Il y a des sujets sur lesquels c'est quand même assez touchy d'aller, sur lesquels on est plus ou moins obligé d'y aller avec beaucoup de bienveillance. C'est pas pour autant qu'on va les réutiliser ensuite. Mais en fait, on a besoin de prendre notre loupe et de décortiquer un peu tout le passé, aujourd'hui, jusqu'à demain, après-demain, dans 10 ans, pour se dire, OK, j'ai tous les éléments pour pouvoir l'affiner exactement comme il faut. Donc, c'est vraiment beaucoup dans le passé et dans le présent aussi que ça se passe. OK. Donc, il faut connaître parfaitement la personne pour laquelle vous allez communiquer, mais il faut aussi connaître parfaitement le marché au global pour pouvoir être performant. Et tu évolues dans un marché qui est en perpétuelle évolution. Il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a plein de nouvelles stratégies. D'un coup, tout le monde fait des reels, les mêmes en mode interview, machin. Après, d'un coup, tout le monde fait des reels, montage dynamique avec un fond dynamique derrière, motion design, etc. D'un coup, tout le monde en a marre de ça et tout le monde veut faire des reels plus raw et bruts et plus longs ou autres parce qu'il y a des influenceurs aux États-Unis où tu as un mec qui est devenu une star en faisant des vidéos non montées de 2 heures. Et à chaque fois, il y a des tendances, comme ça, à chaque fois, il y a des nouveautés. Comment tu fais pour faire cette veille concurrentielle, performante, pour autant sans être attiré par le chant des sirènes et différencier le bruit des signaux réels des tendances, et puis surtout les adapter derrière auprès de tes clients de manière efficace et complètement alignée avec aussi la ligne de communication qui a été établie avec chacun d'entre eux? Donc, par rapport à la veille, c'est aussi beaucoup de curiosité, une rigueur là-dessus, par rapport au fait que ça peut être aussi bien à l'étranger qu'en France. Et aussi, je reviens sur une grande force, c'est que quand on travaille avec des profils qui sont complètement hétéroclites, au final, il y a certains sujets ou formats ou autres qui vont être plutôt déjà implantés déjà depuis longtemps dans un secteur, mais qui vont être complètement avant-gardistes dans d'autres. Et en fait, c'est le fait de réussir à avoir de manière très large, à être avec des équipes aussi qui se chargent de tout ça, de faire des brainstorming. Et en même temps, il y a un énorme... le très gros avantage, ça va être le sens du branding et surtout, je dirais même de la créativité. C'est-à-dire que tu me posais la question justement sur comment on réadapte pour tel ou tel founder. En fait, ça va dépendre, pareil, je vais revenir sur nos fondamentaux, qui a été notre cahier des charges avec notre brand plateforme, avec tous les éléments. Et c'est chercher le point qui va être, qu'on va pouvoir mettre en avant. Est-ce que ça va être la colorimétrie? Je te dis vraiment des exemples qui me passent par la tête, mais ça va être essayer de trouver le point d'accroche qui vont être vraiment leur gimmick à eux pour pouvoir en fait le réadapter. Très clair. Un autre sujet qui te tient à cœur de communiquer aussi sur le personal branding, et je suis aligné, c'est que c'est une affaire de long terme.
Investissement de long terme. C'est un investissement long terme. Beaucoup de gens mettent en place leur personal branding et pensent que la semaine prochaine ou dans un mois ou dans 3 mois, ils auront un raz-de-marée de clients et ils seront invités sur tous les plateaux. La réalité, c'est que c'est assez rare ce type de situation et ça prend du temps. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet du long terme? À quoi on peut s'attendre lorsque l'on veut commencer à prendre son personal branding au sérieux pour ne pas non plus être déçu et frustré? Là-dessus, il faut se dire déjà, dans un premier temps, que c'est un jeu sur du long terme. C'est un réel investissement, mais le retour sur investissement y est si on continue. Ça, c'est une certitude s'il est bien mené. À quoi on peut prétendre en termes de délai? En fait, je vais pas pouvoir être trop précise là-dessus parce que ça dépend de beaucoup d'éléments. Par exemple, si ta cible, ça va être, je sais pas, les 18-40 ans. Forcément que l'audience estimée, elle va être beaucoup plus large que si tu es sur un marché vraiment de niche, sur quelque chose d'hyper technique, etc. Donc forcément que plus tu vas t'adresser à des personnes, plus aussi tu as la possibilité d'aller taper plus fort. Alors que si ton audience estimée est plus petite, forcément que déjà ça va être plus difficile et tu vas pouvoir attirer un peu moins de monde. Ça, c'est complètement OK. Pour autant, c'est pas parce que tu vas toucher plus de monde que tu vas forcément gagner plus en termes de retour sur investissement. Retour sur investissement, qu'on se comprenne bien, c'est pas uniquement en termes d'argent. Ça va être en termes de visibilité, ça va être en termes de recrutement. Est-ce que tu as réussi? Est-ce que tes objectifs ont été atteints là-dessus, etc. Donc, en termes de retour sur investissement, il peut être très court. Quand je dis court, au bout d'1 mois, déjà, tu arrives à avoir des jolis retours. Ça dépend, encore une fois, quels sont tes objectifs. Et après, il y en a sur certains, ça peut mettre même 6 mois pour pouvoir avoir des choses réellement concrètes et installées. Et après, il ne faut pas se mentir, c'est un effet boule de neige. C'est que tu commences demain, dans une semaine, ta boule sera un peu plus grosse, et dans 1 mois, pareil, et dans 2 ans. Par contre, c'est là où il y a toute une grandeur là-dessus, et c'est très chouette. Complètement. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance de zéro dans le personal branding? Déjà, est-ce qu'aujourd'hui, le marché n'est pas trop saturé pour pouvoir se lancer et commencer à développer son personal branding pour pouvoir un jour être une référence dans son domaine? C'est un peu aussi l'objectif lorsque tu veux développer un personal brand. Et quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui démarre de zéro son personal brand? Au final, c'est ce que je disais plus ou moins au début, c'est-à-dire qu'on a tous quelque chose à apporter d'une certaine manière qui n'a jamais été fait. Parce que la chance qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on est tous uniques et qu'on voit tous les choses de manière différente. Même si c'est des fois rapproché, ça ne sera jamais exactement pareil. Il y a toujours une part de singularité qui est en nous. Il faut juste réussir à l'exprimer. Là-dessus, après, on ne parle pas du marché du personal branding. On parle, par exemple, si tu es un entrepreneur dans le travel, tu vas être plus sur des concurrences sur le domaine du travel, pas du personal branding. Donc là-dessus, ça va être dans l'analyse au tout début qu'on fait sur nos fondamentaux, on y revient toujours. C'est de faire aussi une veille sur qui est présent, qu'est-ce qui est fait, quelles sont les marques associées, qui sont leurs fondateurs, comment ils communiquent, est-ce qu'ils communiquent ou pas, de quelle manière, et par rapport à ça, tu peux aussi trouver ta différenciation. Donc là-dessus, en fait, il y a toujours une place à prendre, et moi, je pense qu'il faut penser un peu, j'en reviens à mon image de l'eau, mais à toujours réussir à se frayer un petit bout de chemin qui rendra la chose unique. Mais de toute façon, chacun peut prendre sa place à n'importe quand, et le meilleur moment, c'est de le prendre maintenant. Et quand tu démarres dans le personal branding, tu recommandes quoi? Être présent sur une plateforme à la fois ou directement diffuser dans un maximum de plateformes? Parce que souvent on dit, voilà, si tu crées du contenu short, par exemple, tu le diffuses sur les 3 plateformes qui font du short. Si tu fais du LinkedIn, tu copies-colles et puis tu vas ajuster un peu et tu peux diffuser partout. Toi, est-ce que tu recommandes au départ à quelqu'un qui se lancerait, qui peut-être n'est pas accompagné par une agence comme Founder ou comme d'autres, parce qu'il n'en a pas forcément l'envie, les moyens ou autre, ou qu'il a juste une personne à ses côtés pour l'accompagner là-dessus, d'être présent sur un seul vecteur dans un premier temps et vraiment asseoir sa crédibilité, sa notoriété là-bas, ou directement diffuser sur toutes les plateformes?
Non, bah, je pense que tu le sais aussi bien que moi. C'est-à-dire qu'il faut réussir déjà à trouver le canal qui sera le meilleur, et aussi bien sur du digital que du médiatique, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de digital, Ouais. mais il y en a qui ne veulent absolument pas créer des réels, créer des posts, etc., et qui sont plus à l'aise, tu vois, bah, typiquement dans un studio de podcast aussi. Donc en fait, c'est quel est le meilleur canal, aussi bien digital que médiatique. Là-dessus, après, la clé réellement de la réussite du personal branding, il n'y a pas de secret, c'est la régularité et ce que tu vas en proposer avec ton message derrière. Donc, si tu viens de commencer et que tu ne connais pas réellement ton positionnement ou ta singularité, si en même temps, tu n'as pas trop de temps et que tu veux en plus te mettre sur 4 canaux différents, bah, c'est vrai que la charge de travail, en plus, si tu connais pas les codes de chaque plateforme, c'est hyper compliqué. Et au final, tu vas avoir tendance à te dire, bon, bah, j'arrête tout, ça demande trop de temps, etc. Mais évidemment, c'est que ça demande énormément de temps. Et c'est pas pour rien que, justement, il y a des équipes tout autour qui font qu'on arrive à faire les choses bien. Donc, la première chose à faire, c'est de se focaliser réellement sur son message. J'en reviens sur mon exemple de l'ikigai avec la brand platform, vraiment définir qui on est. Et là-dessus, choisir le meilleur canal, celui qui nous correspond le mieux, apprendre les codes de ça et tester. J'en reviens sur ma répétition, mais il faut d'abord oser et doser ensuite. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Dans tous les cas, je crois que c'était Pierre Ninet qui disait ça, ça m'avait vachement marqué, qui disait en fait on a l'impression que tous les regards sont portés sur nous alors qu'on est plus préoccupé à savoir comment nous on se porte. C'est-à-dire que là je suis en face de toi, je vais te dire ah peut-être que Alec il peut me juger parce que je suis... En fait je suis sûre que tu es plus préoccupé par rapport à toi, ta tenue, comment tu es dans ta tête, etc. plutôt qu'à essayer de me juger. On est tous en fait plus ou moins autocentrés. Et donc c'est là où il faut pas hésiter à sortir justement de ce cliché du regard des autres et de se dire, de toute façon, le monde ne tourne pas autour de moi. C'est pas parce que je vais faire 3 likes au début que tout le monde va se dire, punaise, non mais lui, c'est complètement nul ce qu'il fait. Pas du tout. En fait, tout le monde est passé par là. Et en plus, quand tu as réussi, en général, tu es beaucoup plus bienveillant dans ton regard en disant, tu vois, lui, au moins, il essaye. Et ça, c'est cool. Il faut vraiment essayer et pas hésiter à sortir un peu de sa zone de confort. Complètement. Donc, bien choisir son message, bien choisir sa plateforme, Ouais. oser et ensuite doser. Donc, pas hésiter à faire de la quantité et puis ensuite recadrer, recentrer une fois que tu as la data et que tu as testé. Et puis ensuite, une fois que c'est clair, là, tu peux éventuellement diffuser sur d'autres plateformes, etc. Ouais, complètement. Bah, je pense que justement, là où il y a, pour essayer de penser de manière smart, il vaut mieux se concentrer sur vraiment faire grossir une communauté engagée qui va te suivre aussi sur Ailleurs, les autres plateformes. C'est le plus intelligent, c'est-à-dire que tu ne vas pas essayer de créer 3 communautés complètement dissociées, tu vas essayer d'en créer une de plus en plus grosse, qui elle après va se dispatcher parce que du coup, par exemple, tu as commencé sur Instagram, donc tu vas avoir une manière un peu plus lifestyle de dire les choses. Après, tu veux faire YouTube, du coup, tu vas avoir des formats plus longs, tu vas être beaucoup plus avec la personne, tu vas dire ah ok, et je me prends d'affection pour elle, et en même temps, tu vas dire ah ben je vais peut-être la suivre sur LinkedIn parce que en fait, au final, il y a un côté mindset entrepreneurial ou plus professionnel qui me correspond mieux et je me dis ah ok, et cette facette-là est hyper cool. L'opportunité aussi de justement être sur plusieurs réseaux sur un second temps, c'est le fait de pouvoir aussi donner une image 360 et beaucoup plus complète. C'est-à-dire que tu communiques pas de la même manière sur LinkedIn que sur Instagram, que sur les autres plateformes. Et donc ça aussi, c'est une belle opportunité là-dessus en termes de vision globale. Complètement, complètement. Je voulais rebondir tout à l'heure sur un sujet. Tu as évoqué la différence entre audience et communauté. C'est 2 choses bien différentes quand même. Pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer la différence entre audience et communauté ? Ouais. Une audience, ça va être des personnes qui vont pouvoir voir peut-être une fois ou deux ton contenu, mais qui ne vont pas être réellement engagées. Et du coup, la communauté, c'est des personnes qui vont être fédérateurs et qui vont être des ambassadeurs même de toi, tu vois, qui fait que demain, si tu veux sortir ta formation ou tu veux sortir ton livre ou tu fais un film au cinéma au Festival de Cannes, ils vont te suivre parce que c'est toi. Et c'est cette communauté, en fait, qu'il faut réellement créer. C'est-à-dire qu'en fait, au final, vaut mieux avoir 10 000 personnes réellement engagées
plutôt que 1 million où tu as 2 personnes qui suivent ton profil. Tu vois. Donc, c'est un ratio aussi. Il faut faire attention au fait que les vues ne payent pas. Ouais. Et il faut réellement, en fait, je prends toujours cet exemple-là devant un restaurant, tu vois. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 100 personnes devant ton restaurant et qu'il n'y en ait que 2 qui achètent, ou est-ce que c'est mieux qu'il n'y en ait que 200, 100 devant ton restaurant, mais qu'il y en ait 50 qui achètent? Bah, tu vois, c'est un peu dans ce ratio-là. Peut-être qu'il vaut mieux y avoir moins de monde, mais qui soit beaucoup plus engagé, plutôt que l'inverse. Ouais, complètement. Et ça, c'est réel, hein. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont des centaines de milliers de personnes qui les suivent ou des millions de personnes qui les suivent, et d'autres qui ont 300, 500, 1000 followers et qui vont générer plus de chiffre d'affaires que ceux qui en ont des millions. Bien sûr. Si on parle uniquement de chiffre d'affaires, même si on l'a vu, les objectifs ne sont pas complètement différent. Uniquement liés au chiffre d'affaires, mais ouais, totalement. Je reprends une phrase également que tu nous as partagée où tu dis tous les grands entrepreneurs sont de grands storytellers, mais ça ne s'improvise pas. Qu'entends-tu par là? Disons que, encore une fois, je pense qu'il faut avoir conscience de ses forces, de ses faiblesses et aussi pouvoir créer en fait et susciter des émotions pour pouvoir attacher les gens. Mais quand je dis tout ça, c'est avec bienveillance et avec des choses qui vont impacter de manière positive. Ouais. C'est-à-dire que les choses bullshit, etc., je veux même pas en parler. Ça n'a même pas la place dans le monde du personal branding. Ouais. Donc, en fait, pour moi, c'est hyper important de pouvoir justement fédérer, d'éduquer. Tu vois, comme je disais, on a tous quelque chose à apprendre les uns des autres. Et donc, forcément que plus tu vas réussir à dégager un message fort et plus tu vas aussi avoir des personnes qui vont te suivre. Donc, en fait, tout se passe dans raconter des histoires, mais des jolies histoires, tu vois. C'est-à-dire, moi, pourquoi je parle un petit peu de mon enfance, c'est pour donner une image, faire passer un certain message quelque part pour renforcer une idée. Donc, je pense que le storytelling, c'est clé, c'est aussi savoir qui on est et se raconter. C'est pas facile de se raconter au final. Complètement. Et justement, tu évoques le fait de raconter des histoires, mais des jolies histoires. Et je reprends ton terme bullshit, donc éviter le bullshit. Beaucoup de gens ont une connotation un petit peu négative parfois du mot storytelling. Pensent que justement, storytelling, c'est raconter des histoires, enjoliver la réalité, arrondir les angles ou amplifier des chiffres et des choses. C'est quoi un bon storytelling pour réconcilier, on va dire, celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être ont une connotation négative au mot storytelling et qu'ils puissent après l'utiliser au service de leur personal branding? C'est être fondamentalement en accord avec qui on est, ses valeurs, sa mission, sa promesse. Pour moi, on ne peut pas faire du bullshit du moment où on est complètement aligné. Et pour moi, ce que j'appelle bullshit, pour essayer de bien faire comprendre les choses, c'est d'essayer d'enjoliver un maximum des éléments qui, au final, paraissent... qui sont à la base pas grand-chose. En fait, c'est de mentir, moi, que j'appelle bullshit. Ouais. C'est de se dire, au final, y a des gens, tu vois, qui ont dit qu'ils étaient SDF, alors qu'au final, bon, c'est pas parce que une soirée, au final, t'es pas rentré chez toi parce que t'avais une soirée un peu arrosée et que du coup, t'en deviens... Enfin voilà, il faut rester... Non, mais il y en a, c'est des choses pour essayer de faire des vues, c'est quand même assez impressionnant. Donc, en fait, c'est juste être complètement aligné avec qui on est, pas surenchérir, mais en mettant aussi des choses en valeur, mais naturellement. En fait, tu vois, il n'y a pas besoin de mentir. Et pour moi, l'opportunité là-dedans, c'est pouvoir faire passer des messages, soit pour éduquer, encore une fois, soit pour inspirer. Il y a plein de façons de le faire. Ouais, c'est un bon exemple, effectivement. On parle de personal branding depuis maintenant plus d'1 heure ensemble. Je pense que les gens qui nous écoutent ont conscience de l'importance du personal branding. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est un incontournable et c'est indispensable de développer un personal branding? Oui, complètement, parce que déjà, donc il y a déjà plein de techniques qui se font aujourd'hui. On en vient un peu à bout sur pas mal d'éléments, mais c'est surtout la grosse opportunité qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup plus
une facilité à s'attacher à un individu qu'à un produit. Parce que nous, en fait, en humain, on a tous des émotions, on sait créer des émotions, il y a des choses qui vont nous attacher, que ce soit même, tu vois, pour des chefs, pour de la gourmandise, tu vois, c'est créer des émotions, savoir, enfin, pas jouer dans le sens positif du terme, mais c'est de réussir à faire des choses cool, tu vois, pour pouvoir inspirer. Ouais. Ah non, c'est vrai, tu parles de chef. Moi, je suis assez gourmand. Je pense tout de suite, tu vois, Cédric Grolet, qui a développé un personal branding incroyable. Ça, l'histoire est folle aussi. L'histoire, elle est juste dingue. Et c'est un exemple parfait de la puissance des réseaux sociaux et du personal branding, adossé à une marque, à une brand et puis à un business derrière qui est juste énorme. C'est quoi les mauvais réflexes des entrepreneurs en général qui essaient de développer leur personal branding, mais ils ne savent pas comment trop s'y prendre? Alors moi, je peux dire plus par rapport aux personnalités publiques Ok. là-dessus, mais aussi un peu aussi même personnalité publique, c'est aussi un entrepreneur. Ils vont avoir une grosse volonté de d'emprise, tu vois, sur leur image. Ils disent ouais, t'es sûr, ok, on part sur ça, mais peut-être que moi je l'aurais vu plus comme ça, etc. Je pense que de toute façon, le but, c'est de recevoir l'information et de pouvoir aussi rassurer et de pouvoir dire, OK, si on met ça en place, c'est pour telle raison, parce qu'on va aller sur ça, etc. Et on se réaligne mutuellement. Donc ça, c'est une des premières choses, encore une fois, qui est assez compliquée là-dessus. Et après, c'est d'essayer de s'éparpiller ou de vouloir aller trop vite aussi. Parce qu'en fait, au final, des fois, on veut un peu trop... Tu vois, il y a souvent la notion de FOMO qui va rentrer en jeu. Et donc exactement, la peur de passer à côté de quelque chose ou de le louper. Donc en fait, c'est réussir à canaliser, à recadrer et pouvoir façonner comme il faut. Je dirais que ça, c'est les principaux enjeux. Ok, très clair. Imaginons que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui à l'issue de cet épisode a bien noté tous les conseils que tu nous as partagés, merci pour ça. Envie de développer son personal branding, mais pas le temps. Pas le temps parce que déjà opérationnellement très occupé dans son activité ou dans ses enjeux du quotidien. D'un point de vue opérationnel, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un et puis peut-être la première personne qui pourrait solliciter ou engager pour l'aider et l'accompagner dans cette quête? Si on veut réellement le faire et qu'on se lance, je pense qu'il faut quelqu'un qui soit un peu comme un talent manager, ou tu vois, quelqu'un qui soit vraiment spécialisé dans le personal branding et qui puisse avoir une vision 360. Parce que déjà, ça va permettre à l'entrepreneur de pouvoir cadrer et de faire les fondamentaux de la maison. Il y a aussi une notion qui est hyper importante et à ne pas négliger, c'est le sens du personal branding. C'est d'abord se connaître, se faire connaître et après se faire reconnaître. Donc là-dessus, il faut bien penser à la première étape. C'est un peu comme ta maison, je repars avec mes fondations pour après ensuite mettre les murs et le toit et pour en fait au final mettre, tu vois, ta petite déco. Ça, c'est la petite déco, c'est se faire reconnaître. Mais pour la première étape, pour moi, il faut contacter un personal branding manager ou un talent manager qui lui aura une vision de conseil et beaucoup plus d'accompagnement et de vision aussi par rapport à ça. Et la suite du coup, imaginons cette personne va faire un audit ou va lui donner quelques conseils, etc. Ensuite de ça, c'est quoi les prochaines étapes pour concrètement mettre le pied à l'étrier et avancer, développer, ajuster, en prenant en considération que la personne a une vision plus ou moins long terme? Déjà, justement, ça va être de débriefer aussi de cette première étape. Parce que je te donne un exemple, si la personne n'a pas du tout envie de faire du digital, et bien là, par rapport à ça, en fait, il va falloir faire tout le développement et le déploiement plutôt sur de la RP, du média. Au contraire, si la personne est très à l'aise ou a réellement envie d'être présent sur du digital, et bien là, pour le coup, en fait, le développement va pas du tout être le même. Donc, ça serait quand même très long de te déconstruire toutes les étapes. Mais en soi, si on prend vraiment les grandes lignes, pour du digital, ça va être créer ses piliers de contenu avec ses thèmes, ses sous-thèmes et ses sujets, après qui vont devenir des posts que tu vas pouvoir recycler, etc. Enfin, nous, on a créé tout un process qui fait qu'au final, avec un seul sujet, tu peux en avoir 25 qui est autour. Donc, en fait, en termes de création,
c'est inépuisable. Donc ça, tu vas avoir plutôt la partie social media. Après, tu vas avoir la création de contenu. C'est-à-dire, est-ce que tu es réellement à l'aise devant une caméra? Est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Oui et non. Du coup, tu vas trouver tes formats qui te sont propres. Et puis après, jusqu'à la diffusion, reporting, analyse, et tu remodifies. Et aussi, il y a un changement là-dessus, c'est que plus tu vas en faire, et plus tu vas être créatif, et plus tu vas avoir envie aussi de tester de nouvelles choses. Et du coup, tu vas te familiariser aussi avec les plateformes. Donc ça, c'est plutôt sur le côté digital. Sur le côté médiatique, c'est justement construire après son dossier de presse, tous ces communiqués de presse, trouver les bons interlocuteurs. Il y a aussi une grosse question de réseautage. Il va y avoir aussi du networking. Il me semble que tu en fais aussi beaucoup. Tu es aussi là-dedans. C'est aussi des très bons moyens. En fait, ça dépend des enjeux. Si je dois donner un exemple d'une personnalité publique, elle va vouloir être connue et être reconnue. Par exemple, si on prend mon cas, moi, qui est complètement différent, moi, je m'en contrefous d'être connue, mais je veux être reconnue dans mon domaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu m'as invitée, c'est que si tu fais le cumul de mes réseaux sociaux, par exemple, moi, je ne joue pas du tout là-dessus, mais parce que c'est pas quelque chose que moi, j'ai envie de réellement mettre en avant. Et pour autant, j'arrive à être invitée chez toi, merci encore, tu vois, sur un très joli plateau, quelque chose de très quali pour délivrer de la valeur. Donc, en fait, le personal branding, ça, c'est une notion très importante, c'est qu'en fait, il y a 1000 façons de le faire et il n'y en a pas une qui est bonne. Il faut trouver la sienne qui va vraiment être adaptée à soi. Ouais, et encore une fois, avec ses objectifs. Complètement. Donc, c'est ce qui drive. Clairement. Tu évoques les médias, la relation presse, etc. Ouais. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'on voit surtout le personal branding comme étant juste sur les réseaux sociaux et autres. Tu as beaucoup, toi, de personnes, de personnalités qui, par exemple, ne veulent pas être trop présentes sur le digital, mais qui veulent exclusivement du média, de la RP ou des choses ainsi? Alors, au niveau des personnalités publiques, tu vas vraiment avoir ces enjeux d'être connu et reconnu. Donc, il va y avoir les deux cas. Par contre, si tu prends en exemple un grand dirigeant d'un grand groupe, lui va peut-être, pour des questions un peu, tu vois, peut-être internes, sur délivrer les bons messages au bon moment, etc., eux vont plus s'orienter sur du média et de la presse. Parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir réaliser qu'ils vont pouvoir, en fait, développer leurs idées, mais avec un brief. Parce qu'il y a ça aussi, il y a une très grande préparation sur tout ce qui est médias et presse. Tu vas avoir les briefs, les préparations, comme tu as pu nous recevoir avec une journaliste, etc. Et donc là-dessus, le fait que ce soit beaucoup plus drivé et aussi par rapport à la hiérarchie, ça puisse être contrôlé, ça va être aussi beaucoup plus intéressant. Et ça a un super pouvoir aussi. Donc il n'y a pas une bonne méthode qui est mieux que l'autre. Il faut l'adapter selon qui on est. C'est assez drôle parce que moi, j'ai la croyance, tu vois, ayant déjà été interviewé par des journalistes ou autres, même s'ils t'envoient un pré-article pour validation, il y a un brief, etc., d'avoir moins la maîtrise de mon sujet, de mon contenu lorsque je vais le diffuser dans un journal, sur une radio, sur une télé, plutôt que sur mon LinkedIn, sur mon Instagram ou autre. Et toi, tu évoques que justement, il y a une meilleure maîtrise, ou en tout cas, il y a un brief aussi. Je dis juste que c'est peut-être des fois plus adapté dans certains cas quand tu prends vraiment les très grands dirigeants de très gros groupes mondiaux. Plus cadré, plus... Ouais. Encore une fois, ça dépend vraiment des personnes. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas du tout la place sur du digital. Ouais. Hier soir, j'en parlais avec une personne de mon équipe. C'est justement ces personnes-là devrait prendre la parole. Clairement. Il m'a donné un très bon exemple sur la nouvelle dirigeante du groupe Orange. Tu vois, c'est une femme. En plus, elle a la possibilité d'inspirer d'autres femmes. Il peut y avoir un message qui est très fort derrière pour pouvoir le développer. C'est une personne qui pourrait le faire, tu vois. Après, quelles sont ses volontés? Pourquoi elle n'y a pas encore pensé? Est-ce que c'est une question de temps, de problématique autre, tu vois? Mais ça dépend réellement des personnes. Si tu devais poser une hypothèse là-dessus, selon toi, qu'est-ce qui fait que les grands groupes n'ont pas encore intégré ça et n'ont pas encore, on va dire, incité ou encouragé leurs collaborateurs clés à le faire? Je te donne un exemple concret. Moi, je suis tellement convaincu que le personal branding, c'est capital. On est très, très loin d'être un grand groupe. Et pourtant,
mais différents C-level, eh bien, on met du budget pour qu'ils puissent eux aussi prendre la parole, développer leur propre personal branding et véhiculer un message pour inspirer à leur tour des personnes qui nous suivent et qui les suivent eux, plutôt que juste moi véhiculer un message en tant qu'Alec Henry à la tête d'entrepreneurs.com. Il y a quand même deux éléments. C'est-à-dire pourquoi eux n'ont pas encore pris la parole. Je pense que aussi, si on parle vraiment des très grands dirigeants qui ont des milliers de salariés, qui sont au niveau mondial, c'est aussi des très gros paquebots. Et pour leur faire tourner un peu de direction, ça aussi, ça peut mettre ça peut mettre beaucoup, beaucoup de temps. Il y a aussi le fait, est-ce que ces personnalités-là ont envie et sont plus réceptives par rapport à ça? Est-ce qu'elles connaissent aussi ces méthodes? Parce que ça reste quand même assez récent en France. Ouais. Aux États-Unis, c'est déjà implanté depuis des dizaines d'années. Comme exemple, Gary Vee, Alex Hormozy, etc. Ces personnes-là aussi ne connaissent pas aussi les opportunités qu'il peut y avoir, ou ça peut mettre aussi beaucoup, beaucoup de temps à mettre en place. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'il ne faut pas confondre personal branding et communication corporate. C'est-à-dire que le personal branding, ça va être d'un individu, d'une personnalité qui va où il va y avoir des sujets personnels et pour avoir aussi du côté professionnel. L'un va avec l'autre. Après, les curseurs, c'est une question d'objectif encore une fois. Par contre, la communication corporate, c'est du moment où tu vas intégrer des personnes dans la communication avec les équipes. Par exemple, ça va être la dirigeante, mais aussi les managers qui vont pouvoir, qui vont communiquer aussi ensemble. Donc ça, c'est deux sujets qui sont complètement différents. Ok, très clair. Petite question également pour démystifier un sujet à l'égard de ceux qui voudraient se lancer dans le personal branding. Combien de temps en moyenne ça prend à un founder, par exemple, qui travaille avec vous, ou même quelqu'un qui le ferait seul de son côté, mais là, ça prendra un petit peu plus de temps parce que c'est différent, beaucoup plus de temps même peut-être, pour développer son personal branding. Souvent, on pense que ça prend, je te dis une bêtise, 4 heures par jour, 3 heures par jour, que tu es tout le temps sur ton téléphone, que tu reçois que des notifications, tu dois répondre à tous les commentaires, par exemple, penser au prochain contenu, faire ta story, etc. Mais il y a des choses qui peuvent être mises en place pour que ça prenne très très peu de temps. C'est quoi en moyenne la réponse que tu as? En fait, elle est proportionnelle, j'ai envie de te dire, aux objectifs, à ce que tu vas mettre en place, etc. Évidemment que si tu fais, par exemple, juste un post sur LinkedIn par semaine, forcément que je pense que ça va te prendre peut-être une demi-heure par semaine pour écrire ton post au début, quand tu veux te roder, ou même des fois 1 heure pour te roder, etc. L'avantage avec ce qu'on propose, c'est de justement pouvoir faire gagner énormément de temps et de pouvoir solliciter les founders que sur 1 heure de leur temps par semaine, ou 1 heure toutes les 2 semaines. Donc en fait, le but, c'est de faire aussi gagner beaucoup de temps parce que les équipes sont déjà formées, on sait exactement ce qui va fonctionner, sur quoi il faut aussi test and learn, etc. Donc ça va faire un réel gain de temps. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir délivrer une solution qui va être clé en main et en fait, ils vont pouvoir contrôler et on va co-créer la chose ensemble. Contrairement à un entrepreneur qui veut se lancer, ça dépend aussi du temps et de la fréquence de demander. Si tu veux sortir 5 reels par semaine, admettons, forcément que il va te falloir peut-être 2 ou 3 jours de tournage par mois, et en même temps te faire de la post-prod derrière, et en même temps te faire la veille, et en même temps préparer toute la communication, etc. Donc ça risque de prendre plus de temps, c'est pas infaisable. Est-ce que c'est un profil créateur de contenu, et à ce moment-là, c'est le fondement de son business de créer du contenu. À ce moment-là, ça rentre complètement dans ses objectifs. Ou est-ce que du coup, c'est un entrepreneur qui le fait au service de son entreprise? Là, par exemple, il peut très bien prendre 1 heure à 2 heures par semaine et réussir à faire peut-être 3 posts par semaine aussi. Complètement, donc proportionnel à aussi l'objectif et la volonté d'être présent. Après, je pense que selon les process qu'on met en place, il y a plein de stratégies qui peuvent être mises en place pour optimiser. Je donne un exemple concret, même avec ici le déclic.
À l'époque, j'avais différents studios avec lesquels je collaborais. On prenait à chaque fois 2-3 heures par épisode, le temps de se déplacer, etc. Ça met des trous dans ta semaine et autres. Or là, aujourd'hui, du coup, on travaille ici, il y a une super équipe, tout est structuré, tout est géré. Et puis, ça prend 3 jours tous les trimestres pour enregistrer 12 épisodes. Et puis après, on est tranquille, on n'a plus qu'à se concentrer sur la diffusion et les équipes sur la production. Donc, tu peux, après, une fois que tu as avancé, mettre en place des process qui fait que ça va te prendre moins de temps pour plus de qualité également. Et ça, je pense que c'est un point à mettre en lumière, c'est-à-dire que, comme tout, tu évolues, tu apprends, tu apprends de tes erreurs aussi, t'optimises. L'organisation, Ouais. oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que plus tu vas en faire et plus tu vas réussir à t'organiser, plus tu vas être créatif, etc. C'est l'effet boule de neige. Exact. Un autre point qui est important et qui est crucial, je pense, c'est la cohérence. La cohérence dans le personal branding, c'est clé, tu l'évoques. Est-ce que tu peux nous en dire plus en termes de cohérence et peut-être nous partager un exemple concret ou une anecdote d'un personal branding que tu as vu, que ce soit chez un client qui t'a travaillé ou autre, où il y avait ce biais de non-cohérence qui était flagrant, pour donner un exemple concret à ceux qui nous écoutent. Un cas de non-cohérence. Ouais. Ou qui te vient à l'esprit comme ça. Ouais, alors, oui, alors sans citer de nom, oui, j'en ai déjà vu passer qui font. J'en ai un très bel exemple en tête. Une personne qui souhaite. Son business est tourné vers l'accompagnement de carrière et même de business pour au final, dans sa communication, traiter d'un sujet qui est complètement à l'inverse et qui n'a vraiment aucun sens qui n'appuie en aucun cas le discours qui va servir à son business. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais en fait, le but, c'est de se dire quel est le fil conducteur, quel est l'objectif, et il faut que tout reste cohérent par rapport au message, etc. Donc, si ton business, c'est un certain domaine et qu'au final, toute ta création de contenu, elle est sur un domaine qui est complètement différent et qu'il n'y a aucun lien entre les deux, là, on peut parler complètement de non-cohérence. Et ça, t'en vois plein dans tous les domaines, d'ailleurs. Oui, complètement. Donc, finalement, c'est vouloir avoir un objectif, mais véhiculer un message qui est aux antipodes de cet objectif et du coup, ça ne crée pas de lien directement, quoi. Oui, après, je pense que c'est une question de bon sens. Ouais. C'est-à-dire que si tu vends, je sais pas, des chocolatines, tu ne vas pas parler d'un truc qui est de crypto. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que bon, tu vas essayer de trouver, peut-être mettre en avant en quoi ton produit va être bon. Est-ce qu'il va y avoir une part de branding? Est-ce qu'il va y avoir de l'influence aussi qui va être liée avec? Est-ce que la matière première, il y a une anecdote qui est assez, qui n'est pas connue, mais qui va faire un effet waouh, tu vois? Enfin, il faut rester quand même dans un écosystème qui est complètement lié. Et aussi, un très bon exemple qui pourrait être aussi, nous, on travaille très bien aussi pour un grand dirigeant. Et c'était marrant parce qu'il avait pas, en venant nous voir, il n'avait pas du tout identifié son why, ses valeurs, sa mission, sa promesse. Une fois que c'était établi, on s'est rendu compte, et c'est logique, qu'au final, l'entreprise qu'il avait construite était complètement basée sur son why d'origine. Et en fait, la dernière fois, on a eu un call, je crois que c'était il y a moins d'un mois, il me dit « Emma, j'ai eu une autre idée de business, je sais que je veux lancer ça. » Il me dit « Je pense que du coup, on est complètement à côté de la plaque par rapport à mon why, etc. » Et du coup, je le challenge sur ses idées en me disant « Ok, donc qu'est-ce que va être cette seconde entreprise? Ok, ça va être ça. » Je lui dis « Mais en fait, tu es juste en train de me donner une autre version de ce que tu es réellement. » C'est-à-dire qu'au final, son why, c'est... la possibilité, je veux sans tout spoiler, mais réussir à se redéfinir. Au final, il monte une super entreprise dans le domaine du luxe qui permet de redéfinir les codes du luxe et au final de créer un autre business qui est dans une autre part de se redéfinir. Je dis, mais en fait, tout est lié, même si tu n'es pas dans le luxe, mais c'est extrêmement lié. Et donc, en fait, tout ça pour dire que au final, le why, c'est vraiment le lien entre tout, au service aussi des business. D'où l'importance de se connaître avant de se faire connaître. Complètement. Se faire reconnaître, ouais. Je pense que c'est assez parlant ces 3 étapes. C'est pas la première fois que je l'entends, mais clairement, j'espère que ça a marqué les esprits
de ceux qui nous écoutent. Mm. Et je pense que ça peut être super pertinent de le mettre en application. Un autre point aussi, c'est qu'on le voit aujourd'hui dans le personal branding, on dit beaucoup qu'il faut faire preuve de sensibilité, montrer ses failles. On parle beaucoup de vulnérabilité également pour créer du lien aussi avec son audience, j'imagine. À quel point c'est important, selon toi, lorsque tu communiques? Parce que tu parlais du fait de personal branding, certes, on peut véhiculer des choses sur son expertise ou autre, mais c'est bien aussi d'avoir du storytelling pour partager non pas que ses réussites, mais des fois des moments un peu de doute, de challenge et autres pour créer du lien. À quel point c'est important et quelle est finalement la limite, le curseur, pour ne pas tout dévoiler son intimité, si je peux utiliser ce terme-là? Moi, je pense que ceux qui ont ce discours-là, comme quoi c'est hyper important, en fait, ils n'ont pas la subtilité dans la phrase de susciter de l'émotion. C'est-à-dire que pour eux, en fait, un des seuls moyens de susciter de l'émotion, pour eux, c'est de dire qu'on a une part de vulnérabilité. Or, comme je viens de te donner l'exemple, tu peux susciter de l'émotion avec de la gourmandise, ou tu vois, avec de la colère, avec d'autres éléments. Tu n'es pas obligé de montrer que tes failles. Ça aussi, c'est hyper important de le dire parce que, en fait, au final, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça et qui se disent, ouais, bah, en fait, pour faire du personal branding, il faut montrer ses failles et tout. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une question de subtilité, c'est une question de curseur et c'est là où il faut faire attention. Tu peux le faire autrement. Il faut trouver celle qui te correspond aussi davantage. Par contre, il y a un très bon moyen aussi d'apprentissage là-dedans, dans le fait de montrer ses failles. C'est pour aussi montrer l'expertise, de dire, voilà, j'ai fait cette erreur-là, voilà comment j'ai réussi à faire que je suis passée de l'autre côté de je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, aussi, il y a une part d'inspirer et d'éducation aussi qui est fort à l'intérieur, parce qu'en montrant aussi certaines erreurs, fait que tu peux inspirer d'autres. Tu peux en éduquer d'autres pour dire « Ah, ok, je suis exactement dans cette même situation-là. » Et du coup, peut-être que pour moi aussi, ça va être une bonne façon de pouvoir passer outre ou de ne pas faire cette même erreur. Donc, il y a aussi ce côté susciter l'émotion sur lequel il faut faire attention. Ce n'est pas la seule façon de créer de l'émotion. Il y en a plein d'autres. Et ça aussi, c'est la créativité qui permet de pouvoir créer sa différenciation. Tu saurais en citer quelques exemples justement pour ceux qui nous écoutent, les différentes façons pour créer des émotions outre le fait de montrer ses failles ou ses vulnérabilités? Au final, il y a un peu tout. Je crois que ça repose sur les 7 péchés capitaux, quoi. Tu vois, tu vas avoir la gourmandise, je ne les connais plus exactement, mais tu vois, tu vas avoir la colère, tu vas avoir la tristesse, tu vois, les moments importants aussi d'émotion qui vont dire ce film-là m'a touché. Pourquoi il m'a touché? Pourquoi il m'a créé ce truc-là? Pourquoi je vais m'en souvenir? Qu'est-ce qui m'a appris? Parce qu'en fait, ça m'a procuré telle sensation-là parce que moi-même, j'étais dans cette situation-là où, du coup, ça, j'en suis sensible, etc. Donc, au final, tu as plein de manières de pouvoir le faire. Ouais. Il me semble que c'est même sur les 7 péchés capitaux sur lesquels tu peux te reposer. On le fait tellement machinalement maintenant que, du coup, au niveau procédure, enfin, au niveau process, c'est assez varié. Complètement. Donc, effectivement, réussir, par exemple, imaginons que tu es dans un domaine d'expertise X, réussir à identifier une émotion Y et raconter une histoire sans forcément en faire trop, ni même vouloir se positionner soi-même en victime, en storytelling, lié à son personal branding, par rapport à un élément du quotidien qui peut être arrivé et en prenant une émotion pour susciter l'engagement et créer la viralité ou en tout cas l'engagement, quoi. Ouais, alors moi j'ai du mal avec le côté viralité parce qu'en général, si tu veux vraiment aller dans la viralité, déjà il y a un facteur chance aussi à ne pas sous-estimer. Et aussi, c'est pas forcément bon d'être viral, c'est-à-dire que plus tu vas monter vite et rapidement et plus tu vas redescendre vite et rapidement. Parce qu'en fait, tu n'auras pas eu le temps de créer des vrais liens avec la communauté, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur aussi de prendre son temps pour construire les choses. C'est que plus tu vas mettre du temps pour les construire de manière impactante et renforcée, et plus tu vas réussir à avoir à fédérer des personnes et qui vont être avec toi après. Donc, la viralité, moi, je ne suis pas pour. Ou alors, à des moments, tu vois, parce que tu l'as voulu, parce que tu as décidé que tu étais dans une stratégie de visibilité et du coup, par rapport à ton format, etc., tu sais que tu vas aller chercher là-dessus. Mais viralité constructive. Complètement.
C'est hyper intéressant ce que tu évoques au niveau de la viralité, de l'audience, la communauté, etc., les différences. Parce que beaucoup de gens sont dans ces vanity metrics et mettent en avant juste ça. On a fait tant de vues, on a fait tant de trucs et tout. Mais c'est pas Ça ne ça, paye pas. c'est pas ça qui compte, ça paye pas effectivement. Je reviens sur un sujet que tu as rapidement évoqué, c'est ton personal branding. Tu faisais référence au tien et au fait que toi, tu as avec pour objectif d'être reconnu dans ton domaine Plutôt que d'être connu. plutôt que d'être connu au global. Imaginons qu'on a ici du coup un expert qui nous écoute, quel que soit le domaine, et ça lui parle, la façon dont tu vois la chose et développes ton propre personal branding, parce qu'il n'a pas envie d'être en train de créer plein de contenus, surexposé et autres. C'est quoi la stratégie que tu as mis en place globalement, si tu peux la décortiquer pour ceux qui se reconnaîtraient davantage dans ton objectif? Ouais, tout simplement, j'ai fait le schéma qu'on dit depuis le début, à essayer de me connaître, etc. Ça aussi, moi, j'ai challengé des personnes de mon entourage parce que c'est pas parce que je sais de quoi je parle et que je m'y connais dans ce domaine-là et que je le développe qu'on le développe pour d'autres personnes, que je vais réussir à le faire pour moi-même. Parce que, en fait, moi, je vais avoir mes filtres, je vais avoir certaines émotions de tel moment parce que je suis fatiguée ou autre, qui vont faire que j'aurai pas une version réelle de qui je suis. Donc moi, je challenge vachement aussi mon entourage en disant, voilà, si tu devais me définir en 5 critères, ce serait lesquels? Tu fais le cumul de tout. Au final, tu vois qu'il y a 3-4 valeurs, tu vois, qui reviennent réellement. Tu dis, ok, je suis là-dedans. Essayer aussi de s'auto-analyser. Et après ça, moi, je sais que le face cam, alors déjà, je ne serais pas du tout à l'aise et puis je ne cherche pas, encore une fois, par rapport à mes objectifs, ça n'a aucun intérêt. Donc moi, par contre, je vais plus passer sur le réseau, tu vois, le côté networking et médias et presse. Parce que aussi, il y a quelque chose d'assez confortable là-dessus, c'est que je suis plus à l'aise à parler de mon expertise et je pourrais en parler encore pendant des heures plutôt que de parler de moi. En général, c'est la majorité des personnes qui sont aussi un peu comme ça. Et qui peuvent. Donc, en fait, pour tout le côté média et presse, c'est ce sur quoi on va aller chercher. Il va y avoir une part aussi d'humain. Tu vois, dans tes dossiers de presse, communiqués de presse, tu vas toujours faire un court profil, courte biographie de qui porte le projet, en quoi, à quelle problématique on répond, etc., etc. Et donc, du coup, moi, je me base beaucoup plus sur ce côté-là. Et aussi, les objectifs, c'est-à-dire que pour nous, nos founders sont des personnalités publiques. Donc oui, ils peuvent nous voir aussi sur les réseaux sociaux. Ils pourraient nous voir sur des réseaux sociaux, etc. Mais pour le coup, pour moi, je fais quelque chose de vitrine pour être clean. Ce que je veux dire, les moments que j'ai réellement envie de montrer, dernière invitation au dîner Nespresso, à la Fashion Week, à Paris Fashion Week. Tu vois, mais c'est des éléments qui sont propres et clean, et en même temps, j'ai pas envie de m'étaler largement plus. Et aussi, il y a un élément qui est quand même assez important, c'est que tout le but du personal branding, et surtout de ce que nous on fait, c'est de rester dans l'ombre pour mettre en lumière les autres. Donc moi, je ne vais pas aller crier sur tous les toits pour flatter mon ego. J'ai travaillé pour telle personnalité qui est superbe ou qui a plein de visibilité, etc. On parlait de cohérence. Ouais. Il y a toute la cohérence est là, en fait. C'est vrai. C'est vrai, puis il y a un sujet de confidentialité. D'ailleurs, je pense qu'on a cité très peu de noms par rapport à ceux que tu peux accompagner, que vous pouvez accompagner. Merci Emma pour cet échange, pour toute la valeur qu'on a pu partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Franchement, c'était super intéressant. Si vous avez apprécié cet échange, au moins autant que je n'ai eu à apprécier celui-ci, eh bien, faites-le nous savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, votre plateforme de streaming préférée, en mettant un commentaire sur la vidéo YouTube, partageant cette vidéo et interagissant sur le post LinkedIn eh bien, dans le cadre de la publication de cet épisode. Et moi, j'ai une dernière question pour toi que je pose à chacun de nos invités. Est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence, qui a littéralement créé une transformation, je dirais, identitaire chez toi? Ça peut être une simple phrase, une situation, quelque chose de positif, moins positif. Peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin. Eh bien, je redirai ma phrase de fétiche qui est « Tout arrive à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais » de Xavier Dolan. Merci Emma. Merci.